Bienvenue dans les chroniques inutiles. Donc voilà, ce que je vais lire maintenant, c'est le 7e chapitre de 1984 de George Orwell. Allons-y. S'il y a un espoir, écrivait Winston, il réside chez les prolétaires. S'il y avait un espoir, il devait en effet se trouver chez les prolétaires, car là seulement, dans ces fourmillantes masses dédaignées, 85% de la population de l'Océania pourrait naître la force qui détruirait le parti. Le parti ne pouvait être renversé de l'intérieur. Ses ennemis, s'il en avait, ne possédaient aucun moyen de se regrouper ou même de se reconnaître les uns les autres. Si même la légendaire fraternité existait, ce qui était possible, il était inconcevable que ses membres puissent se rassembler en nombre supérieur à 2 ou 3. La rébellion, chez eux, c'était un regard des yeux, une inflexion de voix, au plus un mot chuchoté à l'occasion. Mais les prolétaires n'auraient pas besoin de conspirer, si seulement ils pouvaient, d'une façon ou d'une autre, prendre conscience de leur propre force. Ils n'avaient qu'à se dresser et se secouer comme un cheval qui s'ébroue pour chasser les mouches. S'ils le voulaient, ils pouvaient dès le lendemain souffler sur le parti et le mettre en pièces. Sûrement, tôt ou tard, il leur viendrait à l'idée de le faire. Et pourtant, il se souvient qu'une fois, alors qu'il descendait d'une rue bondée de gens, une effrayante clameur d'une centaine de voix, des voix de femmes, avait éclaté un peu plus loin, dans une rue transversale. C'était un formidable cri de colère et de désespoir, un haut, profond et retentissant dont l'écho se prolongeait comme le son d'une cloche. Son cœur avait bondi. « On a commencé », avait-il pensé. « Une émeute. À la fin, les prolétaires brisent leurs chaînes !» Quand il arriva à l'endroit du vacarme, ce fut pour voir une cohue de 200 ou 300 femmes pressées autour des étals d'un marché en plein air. Elles avaient des visages aussi tragiques que si elles avaient été les passagers condamnés d'un bateau en train de sombrer. Mais à ce moment, le désespoir général se brisa en une multitude de querelles individuelles. Il apparut qu'à un des étals on vendait des casseroles de fer blanc. C'était une camelote misérable, mais les ustensiles de cuisine étaient toujours difficiles à obtenir. Le stock s'était brusquement épuisé. Les femmes qui avaient réussi à en avoir, poussées et bousculées par les autres, essayaient de se retirer avec leurs casseroles, tandis que des douzaines d'autres criaient autour de l'étal, accusaient le vendeur de favoritisme et prétendaient qu'il avait des casseroles en réserve quelque part. Il y eut une nouvelle explosion de glapissement. 2 femmes énormes, dont l'une avait les cheveux défaits, s'étaient emparées de la même casserole et essayaient de se l'arracher l'une l'autre des mains. Elles tirèrent violemment toutes deux un moment, puis le manche se détacha. Winston les regarda avec dégoût. Pourtant, quelle puissance presque effrayante avait un moment sonné dans ce cri jailli de quelques centaines de gosiers seulement. Comment se faisait-il qu'ils ne pouvaient jamais crier ainsi pour des raisons importantes ? Winston écrivit « Ils ne se révolteront que lorsqu'ils seront devenus conscients, et ils ne pourront devenir conscients qu'après s'être révoltés. » Cela, pensa-t-il, pourrait être presque une transcription de l'un des manuels du parti. Le parti prétendait, naturellement, avoir délivré les prolétaires de l'esclavage avant la Révolution. Ils étaient hidieusement opprimés par les capitalistes. Ils étaient affamés et fouettés. Les femmes étaient obligées de travailler dans des mines de charbon. Des femmes, d'ailleurs, travaillaient encore dans les mines de charbon aujourd'hui. Les enfants étaient vendus aux usines à l'âge de 6 ans. Mais en même temps que ces déclarations, en vertu des principes de la double pensée, le parti enseignait que les prolétaires étaient des inférieurs naturels, qui devaient être tenus en état de dépendance comme les animaux par l'application de quelques règles simples. En réalité, on savait peu de choses des prolétaires. Il n'était pas nécessaire d'en savoir beaucoup. Aussi longtemps qu'ils continueraient à travailler et à engendrer, leur activité serait sans importance. Laissés à eux-mêmes, comme le bétail lâché dans les plaines de l'Argentine, ils étaient revenus à un style de vie qui leur paraissait naturel, selon une sorte de canon ancestral. Ils naissaient, ils poussaient dans la rue, ils allaient au travail à partir de 12 ans, ils traversaient une brève période de beauté florissante et de désir, ils se mariaient à 20 ans, étaient en pleine maturité à 30 et mouraient, pour la plupart, à 60 ans. Le travail physique épuisant, le souci de la maison et des enfants, les querelles mesquines entre voisins, les films, le football, la bière et surtout le jeu formaient tout leur horizon et comblaient leur esprit. Les garder sous contrôle n'était pas difficile. Quelques agents de la police de pensée circulaient constamment parmi eux, répandaient de fausses rumeurs, notaient et éliminaient les quelques individus qui étaient susceptibles de devenir dangereux. On n'essayait pourtant pas de les
On n'essayait pourtant pas de les endoctriner avec l'idéologie du parti. Il n'était pas désirable que les prolétaires puissent avoir des sentiments politiques profonds. Tout ce qu'on leur demandait, c'était un patriotisme primitif auquel on pouvait faire appel chaque fois qu'il était nécessaire de leur faire accepter plus d'heures de travail ou des rations plus réduites. Ainsi, même quand ils se fâchaient, comme ils le faisaient parfois, leur mécontentement ne menait nulle part, car il n'était pas soutenu par des idées générales. Ils ne pouvaient le concentrer que sur des griefs personnelles et sans importance. Les mots plus grands échappaient invariablement à leur attention. La plupart des prolétaires n'avaient même pas de télécran chez eux. La police civile elle-même se mêlait très peu de leurs affaires. La criminalité, à Londres, était considérable. Il y avait tout un État dans l'État, fait de voleurs, de bandits, de prostituées, de marchands de drogue, de hors-la-loi de toutes sortes. Mais comme cela se passait entre prolétaires, cela n'avait aucune importance. Pour toutes les questions de morale, on leur permettait de suivre leur code ancestral. Le puritanisme sexuel du parti ne leur était pas imposé. L'inversion sexuelle n'était pas punie. Le divorce était autorisé. Entre parenthèses, la dévotion religieuse elle-même aurait été autorisée si les prolétaires avaient manifesté par le moindre signe qu'ils la désiraient ou en avaient besoin. Ils étaient au-dessus de toute suspicion, comme l'exprimait le slogan du parti « Les prolétaires et les animaux sont libres ». Winston se baissa et gratta avec précaution son ulcère variqueux qui commençait à le démanger. Ce à quoi on revenait invariablement était l'impossibilité de savoir ce qu'avait réellement été la vie avant la Révolution. Il prit dans son tiroir un exemplaire d'un manuel d'histoire à l'usage des enfants qu'il avait emprunté à Madame Parsons et se mit à en copier un passage dans son journal. Le voici. Anciennement, avant la glorieuse Révolution, Londres n'était pas la superbe cité que nous connaissons aujourd'hui. C'était une ville sombre, sale, misérable, où presque personne n'avait suffisamment de nourriture, où des centaines et des milliers de pauvres n'avaient pas de chaussures ou aux pieds, ni même de toit sous lequel ils puissent dormir. Des enfants, pas plus âgés que vous, devaient travailler 12 heures par jour pour des maîtres cruels qui les fouettaient s'ils travaillaient trop lentement et ne les nourrissaient que des croûtes de pain rassis et d'eau. Au milieu de cette horrible pauvreté, il y avait quelques belles maisons, hautes et larges, où vivaient des hommes riches qui avaient, pour les servir, jusqu'à 30 domestiques. C'étaient des hommes gras et laids, au visage cruel, comme celui que vous voyez sur l'image de la page ci-contre. Vous pouvez voir qu'il est vêtu d'une longue veste noire, appelée redingote, et qu'il est coiffé d'un étrange chapeau luisant, en forme de tuyau de poil, qu'on appelait haut de forme. C'était l'uniforme des capitalistes, et personne d'autre n'avait la permission de le porter. Les capitalistes possédaient tout et tous les autres hommes étaient leurs esclaves. Ils possédaient toute la terre, toutes les maisons, toutes les usines, tout l'argent. Ils pouvaient, si quelqu'un leur désobéissait, le jeter en prison ou lui enlever son gagne-pain et le faire mourir de faim. Quand une personne ordinaire parlait à un capitaliste, elle devait prendre une attitude servile, saluer, enlever sa casquette et donner du « Monseigneur ». Le chef de tous les capitalistes s'appelait le roi Mais Winston savait le reste de l'énumération. On mentionnerait les évêques et leurs manches de fine batiste, les juges dans leurs robes d'hermine, les piloris de toutes sortes, les moulins de discipline, les chats à 9 queues, le banquet du Lord Maire, du Lord Maire ou Monseigneur Maire, la coutume d'embrasser l'orteil du pape. Il y avait aussi ce qu'on appelait le droit de cuissage, qui n'était probablement pas mentionné dans un livre pour enfants. C'était la loi qui donnait aux capitalistes le droit de coucher avec n'importe quelle des femmes qui travaillaient dans leur usine. Comment, dans ce récit, faire la part du mensonge? Ce pouvait être vrai que le nombre d'humains fut plus élevé après qu'avant la Révolution. La seule preuve du contraire était la protestation silencieuse que l'on sentait dans la moelle de ses os. C'était le sentiment instinctif que les conditions dans lesquelles on vivait étaient intolérables et qu'à une époque quelconque, elles devaient avoir été différentes. L'idée lui vint que la vraie caractéristique de la vie moderne était non pas sa cruauté, son insécurité, mais simplement son aspect nu, terne et soumis. La vie, quand on regardait autour de soi, n'offrait aucune ressemblance, non seulement avec les mensonges qui s'écoulaient des télécrans, mais même avec l'idéal que le parti essayait de réaliser. D'importantes tranches de vie, même pour un membre du parti, étaient neutres et en dehors de la politique. Peiner à des travaux ennuyeux, se battre pour une place dans le métro, repriser des chaussettes usées, mendier une tablette de saccharine, mettre de côté un bout de cigarette. L'idéal fixé par le parti était quelque chose d'énorme, de terrible, de rayonnant, un monde d'acier et de béton, des machines monstrueuses et d'armes terrifiantes, une nation de guerriers et de fanatiques qui marchaient avec un ensemble parfait, pensaient les mêmes pensées, clamaient les mêmes slogans, qui perpétuellement travaillaient, luttaient, triomphaient et persécutaient. C'étaient 300 millions d'êtres au visage semblable.
La réalité montrait des cités délabrées et sales où des gens sous-alimentés traînaient ça et là des chaussures crevées dans des maisons du 19e siècle rafistolées qui sentaient toujours le chou et les cabinets sans confort. Winston avait, de Londres, la vision d'une cité vaste et en ruine, peuplée d'1 million de poubelles, et mêlé à cette vision, il voyait un portrait de Miss Madame Parsons, une femme au visage ridé et aux cheveux en mèche, farfouillant sans succès dans un tuyau de vidange bouché. Il se baissa et gratta encore son coup de pied tout au long du jour et de la nuit. Les télécrans vous cassaient les oreilles avec des statistiques qui prouvaient que les gens, aujourd'hui, avaient plus de nourriture, plus de vêtements, qu'ils avaient des maisons plus confortables, des distractions plus agréables, qu'ils vivaient plus longtemps, travaillaient moins d'heures, étaient plus gros, en meilleure santé, plus forts, plus heureux, plus intelligents, plus élevés que les gens d'il y avait 50 ans. Pas un mot de ces statistiques ne pouvait jamais être prouvé ou réfuté. Le parti prétendait par exemple qu'aujourd'hui 40% des prolétaires adultes savaient lire et écrire. Avant la Révolution, disait-on, leur nombre était seulement de 15%. Le parti clamait que le taux de mortalité infantile était maintenant de 160 pour 1000 seulement, tandis qu'avant la Révolution il était de 300 pour 1000, et ainsi de tout. C'était comme si on avait une seule équation à deux inconnus. Il se pouvait fort bien que littéralement tous les mots des livres d'histoire, même ceux que l'on acceptait sans discussion, soient purement fantaisistes. Pour ce qu'on en savait, il se pouvait qu'il n'y eût jamais de loi telle que le droit de cuissage, ou de créature telle que le capitaliste, ou de chapeau tel que le haut de forme. Tout se perdait dans le brouillard, le passé était raturé, la rature oubliée et le mensonge devenait vérité. Une seule fois au cours de sa vie après l'événement, c'est ce qui comptait, il avait possédé la preuve palpable, irréfutable, d'un acte de falsification. Il l'avait tenu entre ses doigts au moins 30 secondes. Ce devait être en 1973. En tout cas, c'est à peu près à l'époque où Catherine et lui s'étaient séparés, mais la date à considérer était antérieure de 7 ou 8 années. L'histoire commença en vérité en 1965, à l'époque des grandes épurations par lesquelles les premiers meneurs de la Révolution furent balayés pour toujours. Vers 1970, il n'en restait aucun, sauf Big Brother lui-même. Tous les autres, à ce moment, avaient été démasqués comme traîtres et contre-révolutionnaires. Goldstein s'était enfui et s'était caché, nul ne savait où. Pour ce qui était des autres, quelques-uns avaient simplement disparu, mais la plupart avaient été exécutés après de spectaculaires procès publics au cours desquels ils confessaient leurs crimes. Parmi les derniers survivants, il y avait 3 hommes nommés Jones, Aronson et Rutherford. Rutherford Ce devait être en 1965 que ces trois-là avaient été arrêtés. Comme il arrivait souvent, ils avaient disparu pendant plus d'1 an, de sorte qu'on ne savait pas s'ils étaient vivants, morts, ou puis, soudain, on les avait ramenés à la lumière afin qu'ils s'accusent, comme à l'ordinaire. Ils s'étaient accusés d'intelligence avec l'ennemi. À cette date aussi, l'ennemi était l'Eurasia, de détournement des fonds publics, de meurtre de divers membres fidèles du parti, d'intrigues contre la direction de Big Brother, qui avait commencé longtemps avant la Révolution, d'actes de sabotage qui avaient causé la mort de centaines de milliers de personnes. Après ces confessions, ils avaient été pardonnés, réintégrés dans le parti et nommés à des postes honorifiques qui étaient en fait des sinécures. Tous les 3 avaient écrit de longs et abjects articles dans le Times pour analyser les raisons de leur défection et promettre de s'amender. Quelque temps après leur libération, Winston les avait vus tous les 3 au café du Châtaignier. Il se rappelait cette sorte de fascination terrifiée qui l'avait incité à les regarder du coin de l'œil. C'étaient des hommes beaucoup plus âgés que lui, des reliques de l'ancien monde, les dernières grandes figures peut-être des premiers jours héroïques du parti. Le prestige de la lutte clandestine et de la guerre civile s'attachait encore à eux dans une faible mesure. Winston avait l'impression, bien que déjà à cette époque les faits et les dates fussent confus, qu'ils avaient su leur nom bien des années avant celui de Big Brother. Mais ils étaient aussi des hors-la-loi, des ennemis, des intouchables, dont le destin, inéluctable, était la mort dans 1 année ou 2. Aucun de ceux qui étaient tombés une fois entre les mains de la police de pensée n'avait jamais, en fin de compte, échappé. C'étaient des corps qui attendaient d'être renvoyés à leur tombe. Aux tables qui les entouraient, il n'y avait personne. Il n'était pas prudent d'être même seulement vu dans le voisinage de telles personnes. Ils étaient assis silencieux devant des verres de gin parfumés au clou de girofle qui était la spécialité du café. Des 3, Rutherford, qui avait le plus impressionné Winston. Rutherford avait,
à un moment, était un caricaturiste fameux dont les dessins cruels avaient aidé à enflammer l'opinion avant et après la Révolution. Maintenant encore, à de longs intervalles, ces caricatures paraissaient dans le Times. Ce n'étaient que des imitations de sa première manière. Elles étaient curieusement sans vie et peu convaincantes. Elles n'offraient qu'un rabâchage des thèmes anciens. Logement des quartiers sordides, enfants affamés, batailles de rue, capitalistes en haute forme. Même sur les barricades, les capitalistes semblaient encore s'attacher à leur haute forme. C'était un effort infini et sans espoir pour revenir au passé. Rutherford était un homme monstrueux, aux cheveux gris, graisseux, en crinière, au visage couturé, à la peau flasque, aux épaisses lèvres négroïdes. Il devait avoir été extrêmement fort, mais son grand corps s'affaissait, s'inclinait, devenait bossu, s'éparpillait dans tous les sens. Il semblait s'effondrer sur les yeux des gens comme une montagne qui s'émiette. Il était 3 heures de l'après-midi, heure où il n'y avait personne. Il était 3 heures de l'après-midi, heure où il n'y avait personne. Winston ne pouvait maintenant se souvenir comment il avait pu se trouver au café à cette heure-là. L'endroit était presque vide. Une musique douce coulait lentement des télécrans. Les hommes étaient assis dans leur coin, presque sans bouger, sans parler. Le garçon, sans attendre la commande, apportait des verres de gin frais. Il y avait à côté d'eux, sur la table, un jeu d'échecs dont les pièces étaient en place, mais aucun jeu n'avait commencé. Il arriva alors un accident au télécran, pendant peut-être une demi-minute. L'air qui se jouait changea et le ton de la musique aussi. Il y eut alors, mais c'était un son difficile à décrire, c'était une note spéciale syncopée dans laquelle entrait du brayement et du rire. Winston l'appela en lui-même une note jaune, une voix ensuite chanta dans le télécran. « Sous le châtaignier qui s'étale, je vous ai vendu, vous m'avez vendu. Il se repose là-bas, nous sommes étendus, sous le châtaignier qui s'étale. » Les 3 hommes n'avaient pas bougé, mais quand Winston regarda le visage ravagé de Rutherford, il vit que ses yeux étaient pleins de larmes. Ou pleins de larmes? C'est une larme. Non, pleines de larmes. Il y a une erreur, c'est marrant. Pleines de larmes. Et il remarqua pour la première fois, avec comme un frisson intérieur, mais sans savoir pourtant pourquoi il frissonnait, qu'Aronson et Rutherford avaient tous deux le nez cassé. Un peu plus tard, tous les 3 furent arrêtés et apparut qu'ils s'étaient engagés dans de nouvelles conspirations dès l'instant de leur libération. À leur second procès, ils confessèrent encore leur ancien crime, ainsi que toute une suite de nouveaux. Ils furent exécutés et leur vie fut consignée dans les annales du parti pour servir d'avertissement à la postérité. Environ 5 ans après, en 1973, Winston déroulait une liasse de documents qui venait de tomber du tube pneumatique sur son bureau quand il tomba sur un fragment de papier qui avait probablement été glissé parmi les autres puis oublié. Il ne l'avait pas étalé que déjà il avait vu ce qu'il signifiait. C'était une demi-page déchirée d'un numéro du Times d'il y avait 10 ans. Comme c'était la moitié supérieure de la page, elle portait la date. Cette page présentait une photo des délégués à une réunion du parti qui se tenait à New York. Au milieu du groupe, on pouvait remarquer Jones, Aronson, Rutherford. On ne pouvait se tromper. D'ailleurs, leur nom figurait dans la légende au-dessous de la photo. Le fait était qu'aux 2 procès, les 3 hommes avaient confessé qu'à cette date, ils se trouvaient sur le sol eurasien. Ils avaient pris l'avion à un aérodrome secret du Karana pour aller à un rendez-vous quelque part en Sibérie. Là, ils avaient conféré avec des membres de l'état-major eurasien à qui ils avaient confié d'importants secrets militaires. La date s'était fixée dans la mémoire de Winston parce qu'il se trouvait que, par hasard, c'était le jour de la Saint-Jean. Mais l'histoire complète devait se retrouver sur d'innombrables autres documents. Il n'y avait qu'une seule conclusion possible. Les conclusions étaient des mensonges. Naturellement, cette conclusion n'était pas en elle-même une découverte. Mais à cette époque, Winston n'imaginait pas que les gens qui étaient anéantis au cours des épurations avaient réellement commis les crimes dont on les accusait. Mais ceci était une preuve concrète. C'était un fragment du passé aboli. C'était le fossile qui, découvert dans une couche de terrain où on ne croyait pas le trouver, détruit une théorie géologique. Ce document, s'il avait pu être publié et expliqué, aurait suffi pour faire sauter le parti et le réduire en poussière. Winston avait continué de travailler. Sitôt qu'il avait vu ce qu'était la photographie et ce qu'elle signifiait, il l'avait recouverte d'une autre feuille de papier. Heureusement, quand il l'avait déroulée, elle s'était trouvée à l'envers par rapport au télécran. Il posa son sous-main. Il posa sa main sur ses genoux et recula sa chaise pour se placer aussi loin que possible du télécran. Garder un visage impassible n'était pas difficile, et avec un effort, on peut contrôler jusqu'au rythme de sa respiration, mais on ne peut pas maîtriser les battements de son cœur, et le télécran était assez sensible pour les relever. Il laissa passer, autant qu'il put en juger, 10 minutes, pendant lesquelles il fut tourmenté par la crainte que ne le trahisse quelque accident, un courant d'air inattendu, par exemple, qui soufflerait sur son bureau.
Ensuite, sans la découvrir, il jeta la photographie avec d'autres vieux papiers dans le trou de mémoire. Donc ça, c'est un vrai trou où ils doivent déposer des trucs. C'est pas juste dans sa tête. C'est un vrai endroit, donc il a jeté le papier. Voilà, commentaire terminé. En moins d'1 minute peut-être, elle avait dû être réduite en cendres. Donc c'est pas métaphorique, hein, c'est réel dans le cadre de l'histoire. Prochain paragraphe. L'incident avait eu lieu 10-11 ans plus tôt. Aujourd'hui, probablement, Winston aurait gardé la photographie. Il était curieux que le fait de l'avoir tenue entre ses doigts semblait constituer pour lui une différence. Même à cette heure où la photographie elle-même, aussi bien que l'événement qu'elle rappelait n'était qu'un souvenir, l'emprise du parti sur le passé était-elle moins forte, se demanda-t-il, du fait qu'une pièce qui n'existait plus avait à un moment existé? Mais à l'heure actuelle, en supposant qu'elle eût peut-être d'une manière quelconque ressuscité de ses cendres, la photographie n'aurait même pas constitué une preuve. Mais à l'heure actuelle, en supposant qu'elle eût pu être, d'une manière quelconque ressuscitée de ses cendres, la photographie n'aurait même pas pu constituer une preuve. Au moment où Winston l'avait découverte, déjà l'Océania n'était plus en guerre contre l'Eurasia, et il aurait fallu que ce fût en faveur des agents de l'Estasia que les 3 hommes trahissent leur pays. Depuis, il y avait eu d'autres changements. 2, 3, Winston ne pouvait se rappeler combien. Très probablement, les confessions avaient été réécrites et réécrites encore, si bien que les faits et dates primitifs n'avaient plus la moindre signification. Le passé non seulement changeait, mais changeait continuellement. Ce qui affligeait Winston le plus et lui donnait une sensation de cauchemar, c'est qu'il n'avait jamais clairement compris pourquoi cette colossale imposture était entreprise. Les avantages immédiats tirés de la falsification du passé étaient évidents, mais le mobile final restait mystérieux. Il reprit sa plume et écrivit « Je comprends comment, je ne comprends pas pourquoi. » Il se demanda comment il l'avait fait plusieurs fois déjà, s'il n'était pas lui-même fou. Peut-être un fou n'était-il qu'une minorité réduite à l'unité. À une certaine époque, c'était un signe de folie que de croire aux révolutions de la Terre autour du Soleil. Aujourd'hui, la folie était de croire que le passé était immuable. Peut-être était-il le seul à avoir cette croyance. S'il était le seul, il était donc fou, mais la pensée d'être fou ne le troublait pas beaucoup. L'horreur était qu'il qu'il se trompât. Il prit le livre d'histoire élémentaire et regarda le portrait de Big Brother qui en formait le frontispice. Les yeux hypnotiques le regardaient dans les yeux. C'était comme si une force énorme exerçait sa pression sur vous. Cela pénétrait votre crâne, frapperait contre votre cerveau, vous effrayait jusqu'à vous faire renier vos croyances, vous persuadant presque de nier le témoignage de vos sens. Le parti finirait par annoncer que 2 et 2 font 5, et il faudrait le croire. Il était inéluctable que tôt ou tard, il fasse cette déclaration. La logique de sa position l'exigeait. Ce n'était pas seulement la validité de l'expérience, mais l'existence même d'une réalité extérieure qui était tacitement niée par sa philosophie. Les récits des hérésies étaient le sens commun, et le terrible n'était pas que le parti tuait ceux qui pensaient autrement, mais qu'il se pourrait qu'il eût raison. Après tout, comment pouvons-nous savoir que 2 et 2 font 4, ou que la gravitation exerce une force, ou que le passé est immuable, si le passé et le monde extérieur n'existent que dans l'esprit et si l'esprit est susceptible de recevoir des directives, alors quoi ? Mais non, de lui-même, le courage de Winston se durcit. Le visage d'O'Brien, qu'aucune association d'idées évidentes n'aurait évoqué, se présente à son esprit. Il sut, avec plus de certitude qu'auparavant, qu'O'Brien était du même bord que lui. Il écrivait son journal pour O'Brien. O'Brien. C'était comme une interminable lettre que personne ne lirait jamais, mais qui, adressée à une personne particulière, prendrait de ce fait sa couleur. Le parti disait de rejeter le témoignage des yeux et des oreilles. C'était le commandement final et le plus essentiel. Son cœur faiblit quand il pensa à l'énorme puissance déployée contre lui, à la facilité avec laquelle n'importe quel intellectuel du parti le vaincrait dans une discussion aux subtils arguments qu'il serait incapable de comprendre et auxquels il serait encore moins capable de répondre. Et cependant, il était dans le vrai. Le parti se tromperait, et lui était dans le vrai. L'évidence, le sens commun, la vérité devaient être défendus. Les truismes sont vrais. Il fallait s'appuyer dessus. Le monde matériel existe, ses lois ne changent pas. Les pierres sont dures, l'eau humide, et les objets qu'on laisse tomber se dirigent vers le centre de la Terre. Avec la sensation qu'il s'adressait à O'Brien, et aussi qu'il posait un important axiome, il écrivit « La liberté, c'est la liberté de dire que 2 et 2 font 4. Lorsque cela est accordé, le reste suit. » Et donc voilà le 7e chapitre de 1984.
que j'ai choisi d'en parler et donc voilà, maintenant je vais faire un petit commentaire. Si vous ne pouvez pas les écouter, arrêtez, mais sinon je vais faire des petits commentaires là-dessus. Et donc voilà, normalement je rentre dans la partie commentaires maintenant. Donc voilà, un petit détail intéressant qui est peut-être intéressant de partager, c'est qu'en fait j'avais déjà enregistré une fois donc ce chapitre de 1984 et en enregistrant j'ai parlé, et là c'était en free flow, mais j'ai parlé 2 heures en plus et je me suis rendu compte que oui, je disais des trucs extrêmement intéressants, mais que c'était complètement désorganisé parce que c'était juste moi qui faisais un coup de gueule et comment je trouvais que ce chapitre est intéressant. Parce que pourquoi j'ai choisi ce chapitre-là, c'est que je trouve qu'en fait ce chapitre est le plus proche de notre réalité et de la réalité humaine. Et donc parce que je trouve que c'est le chapitre où je trouve justement que George Orwell n'exagère pas tellement les choses de la réalité en fait, mais dit les choses comme il les voit. Parce que oui, dans tous les autres chapitres, ouais, on va dans tout ce qui est double pensée, il crée un peu cet univers et comment ça fonctionne. Il parle des relations, il parle de la torture, etc. Mais ici, je trouve que finalement, ce chapitre-là représente pour moi le mieux sa vision de ce qu'était la réalité, parce qu'en fait tout ce que je crois avoir lu sont des choses qui sont extrêmement concrètes, et donc voilà pourquoi j'ai choisi d'en parler. Et donc oui, par contre le truc de 2 heures où j'ai fait des commentaires de 2 heures, où j'ai enregistré, c'était pas tellement la qualité audio était merdique. Du coup ce que j'ai fait, c'est que maintenant j'ai plus ou moins pris les notes de tout ce que j'ai dit. J'en ai peut-être rajouté 2 ou 3, mais en tout cas ceci sera plus cadré et donc en fait plus court, vu que je ne vais pas parler pendant 30 minutes autour du même point. Mais donc voilà, on va se lancer dedans. Ouais, ce que j'ai envie de dire, ce que je dis toujours, c'est voilà, lisez vous-même le livre, il en vaut la peine. Et donc voilà, premier point, le prolétariat satisfait ne se lève pas. Donc voilà, ça c'est le premier point, c'est le premier aspect dans lequel il parle. Et d'ailleurs je me souviens que j'ai fait tout un texte sur la révolution de par le texte de Srdja Popovic. C'est un des autres épisodes, je vous invite à le lire. Et oui, il dit la même chose, c'est qu'une révolution elle commence quand la maman de 4 enfants fâchée, elle prend je sais pas moi son tablier et elle prend ses poêlons pour aller taper les policiers et faire la révolution. C'est à ce moment-là qu'une vraie révolution s'enclenche. Et je trouve que finalement ça c'est quelque chose qu'il a très bien capté, parce que alors j'ai pas été regarder, mais je vais regarder tout de suite quand il l'a écrit. Mais bon voilà, pas besoin de dire, ça c'est quelque chose qu'il a écrit, si je me trompe pas, alors en 1949, donc c'est quelque chose qu'il a écrit quand même il y a quand même un moment, et il a quand même observé ce fait que ok, les humains ils sont comme ils sont, et voilà, et que le prolétariat ne bouge pas quoi. Alors est-ce que c'est nouveau, pas nouveau? Non, je ne sais pas, et c'est je crois que l'analogie que j'avais utilisée dans l'autre enregistrement, c'était l'analogie du crapaud dans l'eau bouillante. Et alors un crapaud, quand vous le mettez dans de l'eau tiède et que vous chauffez l'eau petit à petit, il va mourir donc de chaleur et tout. Là où si vous le mettez dans une eau bouillante, il sort tout de suite de l'eau en fait. Alors et ça c'est un très bon équivalent et une très bonne analogie en fait pour parler d'une révolution. Je veux dire la révolution, la crise financière, elle est là depuis 2007. Il y a eu des comment on dit ça? Il y a eu des coupes dans le budget. Il y a eu l'austérité, voilà, c'est ça le mot kitsch qui est cool à la mode. Il y a eu de l'austérité depuis la crise financière. Chaque année, ils font que couper. Et oui, ce qui est marrant, c'est que maintenant, il y a une petite crise qui passe là de Covid. Et tout à coup, c'est ah mon Dieu, c'est incroyable que le gouvernement ait pu faire. Comment est-ce qu'ils ont pu laisser arriver ça? Alors le fait qu'on investisse 35 milliards, quelque chose comme ça, dans des espèces d'avions F-16 plutôt que repayer la dette. Ou des trucs comme ça. Enfin, je veux dire, vous voyez où je veux en venir, c'est que clairement le peuple n'en a rien à foutre à partir du moment qu'ils ont leur bouffe, qu'ils ont leur soirée, qu'ils ont leur barbecue, qu'ils ont leur Netflix. Ils vont pas se lever, ils vont pas s'informer, ils vont même pas bouger quoi. Et donc ça c'est une observation, je trouve hyper puissante qu'il a faite. Et donc voilà, une des raisons pour laquelle je vous conseille de lire ce livre. Et donc bien sûr, dans l'enregistrement précédent, moi j'ai parlé pendant, je crois, 30 minutes rien que de cet aspect-là. Mais bon voilà, moi perso, prolétariat, j'ai aucun problème. Je comprends tout à fait les gens qui s'en foutent et qui veulent juste vivre leur vie. C'est vrai, on n'a qu'une vie. Pourquoi se casser la tête à se battre contre des espèces de pouvoirs qui ont des flics? Parce que bon, allez, je vais quand même faire un coup de gueule quand même là-dessus. C'est que voilà, bon, il n'y a pas d'argent pour la santé, il y a pas d'argent pour ceci et cela.
là, bon, malgré tout, il y a quand même assez d'argent pour acheter plein de drones pour les flics, pour que ils fassent voler leurs drones au-dessus du bois de l'Arcambre et disent vous êtes confinés, vous ne pouvez pas marcher, vous êtes confinés, vous ne pouvez pas être dans le bois de l'Arcambre. Voilà, pour ça il y a de l'argent, mais pour du matériel médical, ça on a pas trop. Ou en tout cas, on coupe là où il y a moyen de couper, quoi. C'est vrai, il y a des investissements de malades qui sont faits dans l'armée et dans la police. Et donc voilà, je vous invite. Ah mais non, ça je vais parler dans le prochain point, le point histoire, parce que oui, parce que voilà, c'est comme ça qu'on rentre dans des trucs qui sont pas cadrés. Donc ça, je garde pour après. Alors prochain point que j'ai noté ici dans mes commentaires, c'est et je crois que c'est plus ou moins dans le même ordre du texte, c'est quand il parle de comment la haute société ou les preneurs de décision voient les gens d'en bas en fait. Et donc moi ici dans mes notes j'ai dit oui, il voit des gens d'en bas comme de la merde, et j'ai noté plusieurs choses, vu que je veux pas forcément que des gens qui sont entre parenthèses des amis à moi soient révélés, je vais essayer d'être le plus abstrait possible, mais en tout cas je connais quelques personnes de entre parenthèses haute société, ou en tout cas des gens qui ont de l'argent et qui se comportent bien, et oui, et ce qui est marrant c'est qu'en effet il y a vraiment ce truc de bah oui, si les gens se laissent manipuler, bah oui ok, ça c'est leur faute quoi. Et c'est tout à fait normal, ils ont qu'à s'informer, ils ont qu'à se libérer, et s'ils sont cons, c'est un peu de leur faute. Bon, ça c'est un truc que je répète assez souvent, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, il n'a jamais été aussi facile de devenir riche, ou en tout cas de s'élever, quoi, parce qu'avec Internet et tout ce qu'on veut... Bon, maintenant, il y a plein de coups qui sont en train d'être faits grâce au Covid pour limiter l'Internet, pour limiter les penseurs différents, pour limiter, ouais, en fait, la portée de l'Internet, mais bon, soit, il y a toujours un peu moyen, avec tout ce qui est e-business, de faire son truc, quoi. Et un truc assez marrant de pourquoi est-ce que ces gens s'ouvrent à moi. Déjà, premièrement, il n'y a pas que des connards dans la haute société, soyons clairs. Mais un truc assez marrant à ce niveau-là, c'est des commentaires que j'ai reçus, c'est oui, mais tu sais, François, si t'as besoin d'aide ou quoi dans un business que tu veux lancer, tu m'appelles, blablabla. Et que en fait, ouais, et que moi je demande, mais pourquoi est-ce que tu voudrais m'aider? On se connaît à peine, blablabla. Et qu'ils disent non, mais voilà, toi t'es quelqu'un intelligent, qui raconte des trucs intéressants, qui vient de cette basse société, mais en même temps t'es marrante. T'es marrant, et en même temps tu me juges pas parce que je fais ce genre de commentaires, et voilà, et puis ce serait cool d'avoir des gens qui soient ici et qui soient un peu drôles, quoi, parce qu'on s'ennuie, quoi. Enfin voilà, ça c'est des commentaires, j'ai lu dessus, et je crois que en fait je paraphrase pas tellement, hein, je veux dire, c'est plus ou moins mot pour mot, c'était un peu ça, quoi. Donc voilà, et tout ça vraiment pour montrer, et l'exemple que je crois que j'avais pris, enfin j'ai pris plusieurs exemples, mais un des exemples que j'avais pris, je crois, dans l'enregistrement de 2 heures, c'est l'exemple de je ne connais toujours pas son nom, ça c'est vraiment marrant, mais de la Black là qui s'est mariée avec un des princes de l'Angleterre là, vous voyez à quel point je suis informé, et en gros oui, c'est que cette meuf elle se considère comme black et femme, et donc elle est féministe, elle est victime doublement, je suis black et je suis femme, et elle joue à fond de ce jeu là, alors que la famille dans laquelle elle est née c'est une famille ultra méga riche, elle a jamais eu de problème dans sa vie, quoi, et mais pourtant elle joue clairement ce jeu de ah ouais, moi je suis une femme black qui souffre, bla, et elle a plein de suiveurs, hein, il y a plein de gens qui l'adorent, et encore une fois, bon, et pas que ça, hein. Et donc pourquoi est-ce que j'ai parlé de ça? Ah oui, je fais le lien maintenant. Elle veut dire pourquoi est-ce qu'en fait ils ont un peu quitté leur duché, hein, ils ont abandonné leur duché récemment, c'est que bon, il y a eu quand même des révélations assez compromettantes, enfin compromettantes non, mais je veux dire, tous les gens qui étaient censés servir, hein, le duché et la duchesse avant qu'ils quittent leur titre, bah, ils se sont cassés hyper vite, et plus ou moins tout le monde était d'accord, c'est ouais, cette blague là elle nous traite comme de la merde, quoi. Et donc c'est assez marrant de se rendre compte que ah ouais ok, donc en fait les rois ou les nobles là, ils traitent en fait mieux leurs serviteurs qu'elle ne le faisait, quoi. Donc en fait c'est vraiment une crasse en tant qu'être humain, vraiment, du peu que ce que les gens ou les témoignages qui sont sortis comme ça un peu en arrière le disent, donc oui, elle fait genre moi je suis une victime, moi je comprends ce que c'est être black, ah oui George Floyd et tout, moi je suis trop avec lui. Alors que c'est un monde complet, alors qu'elle vit dans un monde complètement différent, quoi. Alors la question sincère à se poser, c'est est-ce que c'est un jeu, est-ce qu'elle le croit sincèrement? Et moi j'ai envie de dire, je crois qu'elle le croit sincèrement, et c'est ça la beauté bien sûr de la psychologie humaine et de la double pensée. C'est donc la double pensée dans son livre, lui il en passe surtout pour dire ah ouais, c'est le fait que les gens ils se font complètement baiser, mais on les indoctrine pour leur faire penser que non, tu te fais pas baiser du tout, et du coup dans cet endoctrinement il y a des espèces de logiques de pensée qui font que mais non, je ne me fais pas
baiser, il y a des bonnes raisons, parce qu'on est en guerre contre tel et tel pays, parce que George Orwell a vu ce qui se passait pendant la Deuxième Guerre mondiale, hein, il s'inspire de ça aussi. Eh ben bon, on doit se battre contre eux, donc il faut que je sacrifie ceci et cela. Donc j'arrive tout de suite à mon prochain point, qui est le patriotisme et le sacrifice de la patrie qu'on demande à nos chers, à notre cher prolétariat. Bah oui, hein, je veux dire, bon, il y a le Covid, hein, il faut que le peuple se sacrifie, il faut que les autres... Alors, parce que c'est ça, il y a certaines choses qui sont sacrifiées, je sais pas moi, la culture, santé, tout le bazar, bon, il y a plein de trucs, les restaurants, les cafés, tout ce genre de trucs qu'on sacrifie. Bizarrement, le business s'est rouvert assez vite. Donc voilà, là on est complètement dedans et ouais, enfin bon voilà. George Orwell était quand même un très fin observateur parce qu'il a capté ça et bon en même temps le gars il était révolutionnaire, anarchiste et tout ce que tu veux et donc voilà, lui c'était un activiste pur et dur. Il a écrit ce livre en mode je sais que je vais mourir donc je vais essayer de mettre tout dedans et c'est un livre du coup que je recommande à tout le monde bien sûr. Et donc voilà, un autre exemple que j'avais pris c'était l'exemple mais je crois que j'en parle après. Non, je peux en parler maintenant aussi. C'est des hautes sociétés et comment ils voient les gens. C'était l'exemple de la première ministre là au Japon, bien sûr j'oublie les noms, qui fait genre je suis la dame qui rassemble le monde, je suis quelqu'un de bien, moi je vais parler à tous les différents partis et je fais que tout le monde fonctionne bien ensemble, qui en gros récemment était dans un scandale où en fait son conducteur, ce qu'il a fait pendant un mois, c'est il a enregistré comment elle lui parlait quand il l'amenait un peu partout et il a tout droppé à des nouvelles et en fait on se rend compte qu'elle martyrisait et donc ce qui est marrant c'est que d'abord elle se dit mais non c'est pas vrai et puis au fur et à mesure tu vois t'as des espèces de tabloïds japonais qui ont commencé à relâcher tu vois tous les abus qu'elle faisait contre ce type quoi tu vois et oui en fait c'est marrant c'est qu'elle montrait une image ah oui moi je suis sympa et je pense aux autres et tout ça et oui moi je vous adore et blablabla et là on est complètement dans notre cher ami Trump, mais je crois que j'en parle après Trump dans mes notes, donc ouais j'en parle après, donc je vais pas rentrer trop en détail, mais on est complètement dans le délire de Machiavelli, hein. Je vous rappelle le premier grand farceur de qui j'ai parlé, qui lui dit clairement, oui la perception et la réalité, un des trucs qui a été écrit dans le livre de Trump aussi, c'est que la perception que les gens ont, pour eux c'est la réalité, donc si tu prends ce que Trump est con, bah alors ça veut dire qu'il est con, même si quelque part il joue le con. Voilà. Un autre exemple que j'avais pris c'était plusieurs exemples, tous les scandales autour de la famille royale saoudienne et comment il n'y a absolument rien qui est dit là-dessus et ils continuent avec tout leur délire impunément et voilà c'est intéressant, je vous invite à regarder tout ça et voilà, à vous faire votre propre opinion et donc voilà, ça j'ai parlé. Ah oui, prochain point, changer l'histoire pour justifier le présent. Alors j'ai déjà fait un podcast sur l'histoire et les narratives et comment on peut, en sélectionnant certains faits de l'histoire ou certains faits de l'histoire, on peut complètement donner une image différente de l'histoire et de la réalité. Donc par exemple, le Moyen-Âge, le fait qu'il y avait des échanges culturels et commerciaux entre l'Afrique et l'Europe, ça c'est quelque chose qui est très peu discuté et pourtant c'est quelque chose qui était qui se passait. Et en effet, il y avait des échanges d'esclaves, mais aussi, je veux dire, la plupart des profs des grands rois de l'époque, c'était des morts en fait, parce que culturellement, l'Europe était hyper arriérée, et donc les meilleurs profs, ils venaient de l'Afrique. Ça, c'est quelque chose, je crois, qui serait intéressant à savoir pour tout le monde, mais c'est quelque chose, on n'en parle pas tellement. Mais pourtant, ça serait intéressant de savoir, ou comment, oui, l'Orient était, toujours dans les Moyen-Âge, était beaucoup plus avancé en fait que l'Occident, en fait, ou en tout cas de nos régions ici. Voilà. Même chose pour le monde musulman et le monde technologique et tout ça. C'est des choses qui, je trouve, sont intéressantes à savoir parce que ça nous ferait nous rendre compte à tout le monde que, ok, en fait, l'histoire, c'est des échanges, c'est des empires et tout des trucs qui se battent les uns les autres. Et donc maintenant, oui, dans nos cours d'histoire, ce genre de trucs, moi, je me souviens pas avoir appris ça de mes cours d'histoire à l'école. C'est des trucs que j'ai dû apprendre par après. Et en effet, moi, je trouve que ça contextualise beaucoup de choses. Donc, voilà. Et donc, voilà, la phrase ici que j'ai notée, c'est l'histoire est écrite par les vainqueurs. J'ai envie de changer ça, donc ça c'est une citation assez connue, et donc oui, la personne qui gagne, c'est elle qui définit comment l'histoire doit être vue, et donc comment on doit interpréter le passé, et plus important, comment du coup on justifie le présent, parfois, que ce soit... je vais approcher ce que je voulais dire différemment. Supposons le nazisme aurait gagné la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce qu'on aurait eu un État d'Israël ?
Est-ce que, enfin voilà, je le dis simplement comme ça. À quoi aurait ressemblé l'histoire? Alors il y a un certain écrivain qui a fait un livre là-dessus. Cet écrivain s'appelle Philip K. Dick, que je recommande à tout le monde. Et le livre en question, c'est L'homme dans le haut château. Ne regardez pas la série, lisez le livre. Je trouve que le livre est bien meilleur. Parce que voilà, la série, ils font ce qu'ils font dans toutes les séries, c'est-à-dire ils prennent une bonne idée et puis ils essaient de la rendre la plus longue possible pour se faire plein d'argent en syndication, etc. Tant qu'il y a des gens qui regardent, ben on peut se faire de l'argent là-dessus. Là où le livre, il a une fin claire, il a un début clair, il a une idée, une prémisse claire. Et voilà, je trouve que lui, il a fait un très beau travail là-dessus. Juste pour expliquer un peu, en fait, la guerre froide, au lieu d'être contre l'Occident et le monde communiste, la guerre froide, en fait, ce que lui, il décrit, c'est entre les Allemands et les Japonais, en fait. Les Japonais qui contrôlent l'Asie et les Allemands qui contrôlent l'Occident et donc l'histoire est surtout axée sur les États-Unis et avec les États-Unis où il y a une région qui est contrôlée par les Japonais et une autre région qui est contrôlée par les Allemands, quoi. Et donc voilà, je vous conseille de lire ce livre, il est très intéressant. Et ensuite, un autre point que j'ai noté ici, c'est les documents déclassifiés des services secrets des États-Unis. Et oui, là, il y a plein de trucs extrêmement intéressants, hein, parce que en fait, les États-Unis à ce niveau-là, c'est que quand une opération est clôturée, genre dans les 30 ans ou 40 ans après ou quelque chose comme ça, ils doivent déclassifier, ils sont obligés de déclassifier les documents secrets, quoi. Et voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé récemment? Ils ont déclassifié des documents comme quoi ils auraient plus ou moins orchestré, donc le gouvernement aurait plus ou moins orchestré, ou les services secrets auraient plus ou moins orchestré l'assassinat de Martin Luther King. Alors, je vous laisse un peu réfléchir là-dessus. Imaginons que ceci était prouvé 1 an après son assassinat. À quoi auraient ressemblé les États-Unis? Parce que ça, c'est un truc qui a été prouvé récemment. Et d'ailleurs, la famille de Martin Luther King a attaqué le gouvernement en justice. Ils ont eu raison et ils ont reçu un paiement de plein de thunes, quoi. Voilà, je vous invite à sérieusement vous poser la question, à quoi ressembleraient les États-Unis si Martin Luther King n'avait pas été assassiné, ou mieux que ça, s'il avait été prouvé que le gouvernement a fait son assassinat. Donc voilà, je vous invite sérieusement à regarder tout ça. Voilà, un autre que j'ai noté ici, c'est le Gulf of Tonkin. Donc ça, c'est en fait une vraie conspiration, une vraie théorie du complot qui est vraiment arrivée. C'est que donc dans les documents, il a été prouvé qu'en fait, oui, tout ça, ça a été organisé donc par la CIA, une fausse attaque donc d'un bateau dans le Gulf of Tonkin pour en fait avoir comme excuse d'aller attaquer au Vietnam et donc de lancer la guerre du Vietnam. Pourquoi je parle de ceci? C'est parce que entre temps, parce que 1984, double pensée, je suis tombé une fois sur une vidéo d'un gars sur YouTube qui expliquait comment voilà les documents qui sont déclassifiés, mais il y a d'autres documents qui ne sont pas déclassifiés parce que typiquement, bien c'était la guerre de, enfin soit, parce que typiquement il y a encore des problèmes en Corée du Nord, il y a encore des sujets avec la Chine, il y a encore des sujets avec le monde communiste russe, etc. Et donc il y a certains trucs qui sont déclassifiés, il y a d'autres trucs qui ne sont pas déclassifiés. Et donc en fait, oui, on peut dire que le gouvernement a fait ça, mais je veux dire, ils l'ont fait avec des bonnes raisons, parce que les trucs qui ne sont pas encore déclassifiés, c'est ce qui justifie la raison pourquoi ils sont entrés en guerre en Vietnam et pourquoi il fallait le faire, parce que sinon le communisme allait gagner, blablabla. Alors là, on est complètement dans la double pensée et on est complètement dans le point que j'ai noté beaucoup plus tard, c'est-à-dire on a une vérité d'essence, il y a une vérité qui est là en face de nous, mais l'autorité est tellement puissante qu'elle convainc les gens de penser doublement, c'est-à-dire en fait de nier ce qu'ils ont devant eux en fait. C'est très très fort. Et donc moi j'étais waouh, cette vidéo. Je crois qu'elle est dans les favorites, je vais peut-être la partager sur Facebook un de ces jours, mais c'est juste trop marrant quoi. Et oui, c'est vraiment marrant. Un autre point ici que j'ai noté et que je vous invite à rechercher, et ça c'est sur la page Wikipédia, c'est que Al-Qaïda a été créé par la CIA en fait. Je sais pas si vous êtes au courant de ça, mais donc en fait il y a une très bonne raison. Pourquoi est-ce que la CIA a créé Al-Qaïda? C'est qu'ils voulaient créer un truc, un espèce de groupe indépendant qui se battrait contre le monde communiste pendant la guerre froide. Et en fait c'est ce qu'ils ont fait. Donc ils ont rassemblé comme ça plein de gens qui avaient de l'expérience militaire dans le monde Moyen-Orient. Donc en fait Al-Qaïda ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait en arabe ça veut dire la liste. Et en fait c'est quoi? C'est une liste de type mercenaires, de type gars de l'armée, enfin des gars qui savent se battre quoi. Et donc ils ont créé en fait cette liste de mercenaires qui commanditaient à faire certaines opérations et contre bien sûr le communisme en les payant, en leur donnant tout ce qui est armes, etc. Et donc en fait une fois que le monde, l'Union soviétique et le monde communiste est détruit, il s'est passé plein de trucs.
Je vais pas dire plus que ça parce que selon ce que je dis, ça pourrait être du conspirationnisme ou de la théorie du complot ou non. En tout cas, ce qui est réel, fait, et je veux dire, tout le monde est d'accord là-dessus, il y a des preuves et tout ce qu'on veut, c'est que la Al-Qaïda a été créée par la CIA. Je vous invite aussi à rechercher le fait qu'Osama Bin Laden, avant de devenir terroriste, il a travaillé 1 an à la CIA. Voilà, je vais pas dire plus que ça. Oui, il y a les faits et les preuves. Ceci, ce n'est pas de la conjecture, c'est la réalité. Ensuite, je vais passer au prochain point. Ah oui, le prochain point que j'ai noté, c'est le fait que le passé ressemble au présent, juste l'environnement qui change. Alors ça c'est plus d'un point de vue sociologique, c'est que en fait oui, ce qu'il fait ici, vu qu'il parle un peu du passé et comment le passé est décrit comme il y avait les méchants capitalistes qui étaient des connards, etc. Et nous, dans notre monde, on est tellement meilleurs, alors que bien sûr si vous lisez le livre, il décrit un monde complètement foireux. C'est que oui, complètement, un truc qu'on peut faire, c'est se dire oui, le passé c'est un peu de la merde, mais ouais, regarde, nous on est bien, nous on est au top de la société. Et ce que moi fondamentalement, et c'est le prochain point que j'ai un peu noté, c'est qu'en fait l'humanité n'a pas évolué. On est toujours une espèce de singe avec des espèces de trucs câblés en nous et qui font que pour le coup on se comporte toujours de la même façon. Et en fait, d'une certaine façon, au niveau sociologique, il y a rien qui a changé. Je veux dire, tout ce que par exemple Trump écrit dans son livre à propos de comment avoir une bonne image et un bon brand, du peu que j'ai lu, c'est exactement ce que Machiavelli a écrit dans Le Prince, quoi. Et donc c'est marrant, c'est qu'en fait l'humanité n'a pas évolué. Le seul truc qui a changé, c'est le fait que maintenant on a des meilleures technologies. Mais alors j'utilise le mot technologie au sens large, pas juste aux technologies au niveau informatique ou ingénierie ou quoi que ce soit, mais aussi au niveau gouvernement, au niveau économie, au niveau social, etc. Et au niveau éducation, etc., etc. Et ici, j'ai noté un exemple, c'est Trump et Cambridge Analytica. Alors, Cambridge Analytica, c'est une boîte qui est expert en tout ce qui est analyse de données, big data, etc. Je comptais peut-être lire un livre de big data si Elias compte me rendre le livre que je lui ai passé et qu'il n'a jamais lu finalement. Mais en gros, qu'est-ce que fait Cambridge Analytica, c'est ils vont sur tous les réseaux sociaux, sur tout ce qui est internet et tout ça, et ils vont faire en fait de l'analyse en masse sur tous les profils, sur comment ils pensent à propos d'une certaine élection. Alors je vous rappelle ici que notre cher ami Obama a utilisé aussi, mais là où Trump a vraiment innové, comme ça je vous permets, voilà, donc là je parle de Trump et de la campagne de Trump qui a fait qu'il a gagné les élections. Il a innové de deux façons. Donc pour parler un peu d'ingénierie, tout ça c'est pour parler d'un truc, comme ça je vous voyez de quoi je parle. C'est pour parler du fait qu'en fait Trump, en fait il a appliqué à la lettre des espèces de principes que notre cher Machiavelli a mis dans son livre. Et donc, qu'est-ce que lui il a fait de plus qu'Obama? Donc il a été analysé les réseaux sociaux, etc., etc. Mais en plus, qu'est-ce qu'il a fait? C'est il a été regardé, donc via tout ce qui est donné qu'on peut acheter sur Facebook, etc. Il a été regardé, ok. Donc déjà il sait, ok, les républicains, tel état on l'a, tel état on l'a pas. Donc il a été se concentrer sur les états qui sont gris ou swing states ou je sais pas quoi. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a été simplement acheter les données de toutes les personnes qui pouvaient trouver sur internet. Et puis il a demandé, ok, de faire un profil d'eux et de voir quelles sont pour eux les importantes valeurs. Et donc il y a des valeurs différentes comme, je sais pas, moi je veux que les taxes descendent, moi je veux qu'on soit plus social, moi je veux qu'il y ait plus de guerre, moi je veux qu'on arrête le terrorisme, je veux me sentir en sécurité, je veux qu'il y ait des trucs pour ma santé, je veux qu'il y ait ceci, je veux que mon business fleurisse, etc. Il a été prendre tous ces différents sujets et ils ont écrit des lettres sur mesure pour chacune de ces différents types d'électeurs en fait. Et ensuite, donc je crois qu'ils sont arrivés à 27 lettres différentes, quelque chose comme ça. Et ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont envoyé des lettres à chacune de ces personnes avec leur truc qui était important pour eux en termes de truc principal. Et donc la lettre ressemblait à quelque chose du style alors cher monsieur blablabla, nous le Trump, son truc c'est la sécurité. Trump, son truc c'est investir ses
protéger les blacks. Trump, son truc, c'est investir dans la police. Trump, son truc, c'est la défense autour du monde. Trump, voilà. Et donc, pour chaque personne, selon ses intérêts, ils ont envoyé des listes. Et le truc qui est vraiment marrant au niveau évolution technologique, et à quel point, je trouve, la plupart des gens ne sont absolument pas prêtes à entrer dans le 21e siècle, c'est le fait que notre cher... ou l'équipe de Trump, plutôt, c'est que, en fait, c'est que tout ça était automatique, quoi. C'est même pas genre, il y avait une équipe ou quoi. Non, c'est en mode, les lettres étaient envoyées automatiquement sur base des intérêts. Et donc, bon, on voit que notre cher Trump a gagné. Et en effet, il n'a pas eu le vote populaire. Et en effet, on pourrait dire qu'il y a plein de magouilles. Mais quelque part, il a gagné dans les règles. Il a juste jouer avec les règles, quoi. Et voilà, un autre truc que je trouve qui était hyper innovant de leur manière de faire, c'était tout ce qui est QAnon. Alors, vous ne savez peut-être pas qui est QAnon ou ce que fait QAnon, mais en fait, c'était, donc pendant la campagne de Trump, il y avait une sorte de théorie du complot ou une sorte de personnage qui était sur 4chan. Et en fait, ce que ce gars faisait, c'est il révélait les textes de Trump avant qu'il ne les dise, en fait. Donc, par exemple, il disait Trump va dire ça, et surprise, 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 une semaine après, il le dit. Alors, rasoir de cam. Quelle est l'explication la plus simple? QAnon est le gars qui écrit les discours de Trump. Sauf que ce qui est marrant, c'est que pour le coup, qu'est-ce que ça a fait? C'est que pour plein de gens conspirationnistes, etc., aux États-Unis, les gens qui sont complètement désillusionnés de la réalité, de la réalité et de comment la politique se passait auparavant, c'est-à-dire que les politiciens ils doivent être potes avec des célébrités pour avoir des votes, ou ils doivent aller sur les nouvelles, etc. Non, ce que ça a fait, c'est mais putain, regarde ce conspirationniste, il y a des infos sur Trump, et en plus il dit, et tout ce qu'il dit c'est vrai. Et donc cette espèce de QAnon a créé une sorte de vérité, ou de véracité, ou d'espèce d'autorité au niveau de ce que Trump dit, et il a commencé à dire des trucs du style, oui, Trump a pour plan de mettre Hillary en prison, Trump a pour plan de mettre tous les de riches pédophiles en prison, etc. Et plein de trucs comme ça qui dit mais mon Dieu, Trump en fait c'est le nouveau Messie, quoi. Et voilà, alors qu'en fait comment moi je le vois, c'est que c'était une stratégie, quoi. Clairement, c'était une stratégie maîtrisée, parce que pour le coup, quel était le résultat concret? C'est que tu as toute une masse de gens qui deviennent des fans de Trump, qui ne regardent absolument plus les nouvelles, sauf le Twitter de Trump, parce que QAnon disait il faut pas croire les nouvelles, hein, sauf le regard de Trump, qui en gros font de eux-mêmes, partout autour d'eux, des trucs du genre ouais, Trump est génial, il faut le croire, Make America Great Again, qui ne regardent absolument pas les médias et qui ne font confiance qu'à eux seuls. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est une réussite fantastique et à quel point il réussit son bazar. Et en effet, nous de l'extérieur, quand on regarde Trump, on se dit mais putain, il est fou ce mec. Mais en fait non, il gère hyper bien ce qu'il fait, quoi. Et voilà, ça j'avais envie de partager. Mais fondamentalement, qu'est-ce que Trump fait? Et on revient à quelque chose de très puissant, c'est que la perception et la réalité, il donne l'impression que il fait du mieux qu'il peut pour ces gens-là, et que tous ces connards qui essaient de le bloquer, c'est juste des connards, quoi, tu vois. C'est pas tellement différent de ce que la NVA a fait tout le long, hein. Finalement, un des grands partis, et je dis grand parti, pas grand, mais meilleur parti de la Belgique, c'est-à-dire qu'il joue très bien ce rôle aussi, quoi. Bon, j'ai parlé assez longtemps sur le passé, et comment on peut changer la perception, comment on peut manipuler et tout ça, mais le seul truc que j'ai envie de dire fondamentalement là-dessus, c'est que il faut pas juste accepter la perception des choses, il faut aller plus loin, il faut regarder, parce que voilà, un gars comme Trump n'est pas con, il a une équipe très bonne, le seul truc qui est clair, c'est que Trump finalement ça le fait chier d'être président, ça c'est un truc qui est extrêmement clair, et que ça m'étonnerait qu'ils veulent aller pour un second tour, mais bon, pourquoi pas, hein, donc voilà, et voilà, et en même temps, agrandissons le débat. Un gars comme Boris Johnson, par exemple, lui, il joue pas le con. Parce que Trump, il joue le con. Il joue de ça. Pour que, ensuite, on parle que des conneries qu'il dit et on parle pas de toutes les choses qu'il fait au gouvernement. Parce que c'est ça. Si on se pose la question, tiens, en fait, c'est vrai, qu'est-ce que Trump, il vote? Quel genre de truc, quel genre de message il fait passer, etc. Enfin, la plupart des gens, ils peuvent pas forcément répondre. On sait ce qu'il dit, on sait quelle connerie il fait, etc. Mais toutes les choses qu'il fait derrière, on ne sait pas. Voilà, ça c'est de la maîtrise, je trouve. Un gars comme Macron, il essaye plus ou moins la même stratégie, mais il n'y arrive pas aussi bien que Trump. Boris Johnson, c'est un peu la même chose, sauf que Boris Johnson, il joue pas
il joue pas tellement le con. Il joue pas tellement le con que parce que voilà, le public est différent au Royaume-Uni que ça l'est aux États-Unis. Donc voilà, je continue parce que j'ai assez parlé là-dessus. Arrêtez de croire ou de prendre les choses pour ce qu'elles sont et allez regarder un peu derrière l'image que ces gens très riches vous montrent, que ce soit qu'ils sont cons ou quoi que ce soit ou autre chose. Voilà, alors les révolutionnaires, ah oui, ça c'est un autre point. Donc ici il parle des révolutionnaires, genre, et il a parlé de caricaturistes. Alors, avant même de choisir 1984, quand il y a eu les attentats contre Charlie Hebdo, et je préfère dire tout de suite, je trouve que ça craint que ces gens soient morts, ça ne devrait pas arriver, moi je suis fermement contre la violence, mais bon voilà, ensuite j'ai quand même des commentaires à faire contre Charlie Hebdo, donc je me permets de les faire, ça n'empêche pas que voilà, j'ai des commentaires à faire contre Charlie Hebdo, et c'est pas parce que y a des gens qui sont morts que quelque part, tout à coup il devient des scènes dites ni touches, le monde est gris, donc voilà. J'ai commencé à regarder, tiens, c'est quoi Charlie Hebdo, et j'ai commencé à regarder, tiens, leur origine, quels sont le genre de trucs que eux ils publiaient à l'époque qu'ils ont commencé. Et en fait, là où moi j'étais vraiment étonné, c'était la qualité en fait des textes. Je me suis dit merde, en fait Charlie Hebdo c'était cool avant, c'était vraiment intelligent, c'était profond, c'était vraiment en mode révolutionnaire, c'était vraiment rentre dedans, c'était vraiment en mode on va changer la société, etc. C'était vraiment révolutionnaire. Puis j'ai regardé les trucs actuels et je me suis dit merde, ils ont quand même perdu beaucoup en profondeur et juste en esprit critique en fait. Parce que ok, Charlie Hebdo c'est bien et tout, il rentre dedans et il moque et tout ce que tu veux, mais fondamentalement ce qu'ils disent est quand même très ok, c'est de la gauche, mais c'est très dans la boîte quoi. Très dans la boîte et ok, c'est très bien et je suppose que c'est normal. Je suppose que au fur et à mesure du temps il y a des gens qui étaient écrivains, qui avaient qui étaient journalistes, qui avaient une recherche profonde, qui étaient vraiment, qui réfléchissaient profondément, qui au fur et à mesure ils partent de Charlie Hebdo, parce que c'est ça le truc, c'est la même chose qui s'est arrivé aux Simpsons. C'est que oui, les Simpsons, les premières saisons elles étaient juste géniales et puis à un moment les bons écrivains se cassent pour d'autres émissions et voilà, et puis bon, la qualité des Simpsons descend quoi. C'est comme ça que ça se passe. Et donc tu peux dire mais pourquoi est-ce que les Simpsons sont mauvais, etc. Bah oui, c'est juste les écrivains derrière ils sont pourris. Et ça, moi c'est quand même un constat que je dois faire, c'est que Charlie Hebdo ils sont quand même pas tellement bien, tellement intéressants que ça quoi. Je veux dire, les critiques qu'ils ont contre l'islam, enfin, je sais pas, c'est quand même de très bas niveau. Moi, je les invite, s'ils m'écoutent, à regarder ce que certains philosophes arabes et musulmans eux-mêmes ont fait à ce sujet et comment eux, ils démontent un peu l'islam. Parce que oui, voilà, ça c'est des gens qui connaissent vraiment l'islam et en fait, on se rend compte que ceux-là, finalement, ils détruisent beaucoup mieux l'islam et qui ce sont des persona non grata un peu partout dans le monde, mais qui se considèrent eux-mêmes musulmans. Donc c'est assez, enfin, pas un peu dans le monde musulman, mais qui se considèrent eux-mêmes musulmans. Et là, on se rend compte que, ah ouais, ok, ça c'est de la vraie réflexion, c'est profond et ils arrivent à bien l'expliquer très facilement quoi. Et donc voilà, je dis pas bon, voilà, c'est tout ce que j'invite à dire, c'est que oui, les révolutions ou les révolutionnaires, ouais, ça peut changer au fil du temps et ils peuvent perdre de leurs dents et surtout quand surtout quand tu commences à être subsidié par l'État ou des conneries comme ça. Oui, François l'a dit. Et c'est normal, tu chies pas sur la main qui te nourrit, je veux dire, on le voit très bien, par exemple, en tout cas, moi j'ai commencé à le voir, maintenant j'ai plus la télé, mais c'est que, bon, par exemple, tout ce qui est radio et médias et culture, etc., c'est financé par les communautés en Belgique. Moi, dans les nouvelles, j'ai l'impression qu'au début, tout ce qui était nouvelles flamandes était beaucoup plus critique de la NVA et du Vlaams Belang, etc. Et quand la NVA a commencé à devenir vraiment puissant en Flandre, curieusement, ils étaient beaucoup moins critiques, ils rentraient beaucoup moins dedans. C'est intéressant tout ça. Voilà. Je vais pas dire plus que ça. Sauf que oui, donc oui, si les médias bien sûr sont financés, subsidiés par tel et tel parti et que le parti dit ah quoi, tu dis ça ou ça, nous on va couper un peu plus là-dedans. Finalement, je comprends que voilà, ils rentrent un peu dans le lot, mais donc voilà, c'est important un peu d'en parler. C'est que oui, si toi t'es financé, enfin si tu suis la voie de ce par quoi tu es financé. Bon exemple, un autre exemple, c'est Brut.
Hein. Notre cher ami Brut qui a aussi un truc en mode ouais, on fait des nouvelles révolutionnaires que vidéo, que sur les réseaux sociaux, on va révolutionner le journalisme, etc. Et en effet, c'est intéressant, mais quand il y a eu toutes les accusations sur Luc Besson, hein, il n'y a rien eu à ce sujet sur Brut. Pourquoi ? Pour la bonne et simple raison que Luc Besson, c'est lui qui finance à genre 40% notre cher ami Brut. Donc voilà, c'est le genre de truc à bien faire attention, et j'en parlerai peut-être, je sais pas si je parle des nouvelles plus tard, mais c'est oui, il faut faire très attention quand il y a tout ce qui est nouvelles et faits et tout ça, c'est qui donne ces nouvelles et pourquoi... Ah mais non, j'en parle après, je vois dans mon texte. Donc je peux passer directement au prochain point. 2 plus 2 égale 5. Donc ici dans le texte il dit clairement que quelque part Big Brother est tellement puissant que finalement on est obligé d'accepter son opinion que 2 plus 2 est égal à 5. Et donc ici ce que j'ai noté c'est les gens pensent que Trump est con. Bon, j'ai déjà un peu dit, mais oui, c'est une stratégie à ce niveau-là pour divertir l'attention, donc vraiment divertir. Donc c'est-à-dire notre attention normalement elle est sur un truc, il fait ses conneries, l'attention va sur un autre truc, et du coup en passe-passe derrière il peut faire d'autres trucs, et voilà, donc voilà, mais il n'est pas con du tout. Mais franchement je vous invite sérieusement à réfléchir là-dessus. Ok. Franchement, donc réfléchissez vraiment profondément là-dessus. Quel genre d'esprit, quel genre de personne on doit être pour prendre comme stratégie, tu sais quoi, je vais jouer le con, comme ça je pourrais voter des lois pour mes potes milliardaires, je pourrais voter des lois contre l'immigration, donner plus de pouvoir au président. Oui, ce sont des choses qu'il a fait pendant qu'on discute sur tous les tweets un peu cons qu'il fait. Voilà, ça c'est les trucs qu'il a fait. Voilà, je vous invite à vraiment méditer là-dessus. Un autre point que j'ai noté, c'est les drogues légales et les drogues illégales, alors qu'elles font la même chose. Souvent les drogues légales ont des composants actifs, des drogues naturelles. Bon voilà, ça c'est pas... voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'une drogue devient légale ? C'est normal, il y a eu tout un processus pour dire ok, cette drogue on peut la faire confiance, elle n'est pas trop grave, etc. Alors j'utilise le mot drogue bien sûr consciemment, il y a d'autres gens qui vont appeler ça médicament, mais fondamentalement, je veux dire, quelque part, c'est que tout ce qui est en in, par exemple morphine, codéine ou je sais pas quoi, en fait, tous ces trucs qui terminent par in, ça a comme base l'opium. Donc l'opium est illégal, c'est quelque chose qu'on peut créer naturellement chez toi, qu'on peut qu'on peut grandir naturellement chez soi. Mais bon, ça c'est illégal. Par contre, le truc qui est fait de manière chimique dans un laboratoire qui a été contrôlé par plein de gens, par une grosse boîte, etc. Ça c'est illégal. Alors, soyons clairs, moi je suis absolument pour le fait qu'on teste des drogues et que tout soit bien fait et qu'il n'y ait pas des trucs dégueulasses qui soient mis derrière. Ce que je trouve juste marrant, c'est que ok, y a ce truc là qui l'est et ce truc là qui ne l'est pas. Voilà, si tu prends 20 pilules de je sais pas moi, d'un certain truc, bah oui, c'est le même effet que de prendre un shot d'héroïne par exemple. Donc voilà, donc ouais, et donc ça pour moi c'est du 2 plus 2 égale 5. C'est que c'est pas consistant. Et que oui, moi j'ai plein de gens autour de moi quand je parle de drogue et que je leur explique un peu tout ça, qui disent clairement mais non, c'est illégal, c'est mauvais. En fait non, c'est de la peur quoi. C'est ah non, si je le fais, mais que la peur en fait elle soit tellement viscérale, non, c'est une drogue illégale, ça doit être mauvais quoi. Alors que si c'est du 2 plus 2 égale 5, je crois que la bœuf est le meilleur exemple. Enfin voilà, si tu bois beaucoup d'alcool, t'as mal de tête, tu peux avoir un coma éthylique, alors que fondamentalement, par exemple pour la bœuf, oui, il n'y a pas vraiment eu d'overdose. Hein. Donc oui, tu sais avoir une overdose d'alcool, mais par exemple sur la bœuf, c'est beaucoup plus compliqué quoi. Souvent les overdoses, c'est des trucs, c'est pas vraiment des overdoses, c'est des trucs en mode, il était tellement défoncé qu'il a fait ça, il était tellement défoncé qu'il a fait ça. Donc voilà, les drogues pour moi c'est un bon exemple de 2 plus 2 égale 5, donc j'ai voulu en parler quoi. Voilà, un autre exemple de 2 plus 2 égale 5 et qui moi me donne un peu, mais j'ai quand même beaucoup d'espoir à ce niveau-là suite au Covid, c'est notre cher ami le gouvernement. Pourquoi je parle de notre cher ami le gouvernement, c'est ce que j'ai noté ici, c'est le gouvernement est au service de la majorité et la gamme et virgule donc point numéro 2, la démocratie fonctionne. Pourquoi je parle de ça, c'est qu'on est dans du 2 plus 2 égale 5 et avec le Covid, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ah mais merde, en fait peut-être que le gouvernement n'est pas à notre service. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'il sert des intérêts financiers? Pourquoi est-ce qu'il sert l'économie d'abord, alors que XY il a promis des masques mais les masques n'arrivent pas, ils ont donné je sais pas combien de millions à tel ou tel gens mais les masques n'arrivent pas. Attends, c'est quoi ce bordel? Ils savent pas ce qu'ils font, ils
suivent pas les recommandations, ils font rien en écologie, etc., etc., etc. Enfin voilà, moi par exemple tout ce qui est télétravail et tout, bon ça c'est des idées que moi je disais quand je rentrais à l'UNIF. Ouais c'est vrai, monsieur économiste, pourquoi est-ce qu'on fait pas du télétravail et tout, ça descendrait le nombre de personnes qui sont dans la rue, donc il y aurait moins de problèmes de mobilité, il y aurait moins de problèmes de nanan. Et juste moi je proposais, je crois, un jour de télétravail forcé, tu vois. Et ouais, et maintenant avec le Covid, qu'est-ce qu'on se rend compte? Eh ben ok, oui, c'est peut-être difficile pour certains jobs, mais ensuite pour plein d'autres gens, c'est genre ah ouais, c'est cool de pouvoir travailler de la maison, ça me permet de faire plein de trucs, et voilà quoi. Et donc un autre truc qu'on voit, c'est qu'au niveau écologie, c'est tellement mieux. Je crois que c'est genre quelque part en Italie ou quoi, où les dauphins se sont ramenés depuis qu'il n'y a plus autant de bateaux de touristes qui passent et tout. Enfin, ou pas que de touristes, mais aussi de tout ce qui est transport et tout de biens. Donc oui, ça c'est des questions sérieuses à se poser à ce niveau-là aussi. Mais donc voilà, c'est que voilà. Et là donc maintenant ce que ça prouve, c'est que le gouvernement, ok, il met certains intérêts en face des autres, quoi. Et donc voilà. Et donc parce que je pourrais dire tellement de choses là-dessus, mais finalement je me dis que les autres points sont intéressants. Ce que je veux dire là-dessus, c'est que tout ça c'est le concept de double pensée qui est un peu introduit dans d'autres, enfin au début du livre, enfin un peu avant au livre, et donc voilà quoi. Ok, ensuite prochain point, les ennemis qui changent tout le temps et mon vécu à ce sujet. Alors je vous invite à regarder les photos de comment Kadhafi et notre cher ami Sarkozy étaient potes, hein, où ils serrent la main et ils sont là, ah on est potes. Est-ce que j'y vais? Allez, oui, j'y vais. Bon, je parle un peu des nouvelles, mais j'ai l'impression que les nouvelles, j'en parle après. Mais ouais, c'est que donc par exemple Kadhafi, c'est un exemple très intéressant. C'est que bon, c'est un dictateur général, voilà, ça c'est clair. Ensuite, ce qui je vous invite à rechercher aussi, mais ça je ne vais pas en parler, mais je vous invite à rechercher les confessions d'un assassin économique ou un assassin financier. Je vous invite à regarder ça, mais je ne vais pas parler de ça, je vais juste parler de la séquence des événements pour la guerre en Libye. Enfin, la guerre en Libye, parce qu'il n'y a pas vraiment eu des troupes sur place, il n'y a que eu des bombardements, mais donc je vais quand même parler de ça. Donc, première étape. À un moment, notre cher ami Kadhafi, il se ramène à l'Union africaine et il dit mais pourquoi est-ce qu'on dépend toujours de l'Occident? Pourquoi est-ce qu'on dépend même des Chinois? On pourrait juste fonctionner entre nous, s'aider les uns entre nous. On a toutes les ressources ici en Afrique, on pourrait s'aider entre nous. Voilà. Donc ça c'est point numéro 1. Ça, il annonce ça et il voulait créer une banque. Il voulait créer une banque africaine équivalent à l'IMF, quoi. Donc voilà, ou le fonds, la FMI, donc Fonds monétaire international. Il voulait créer un équivalent, mais juste pour l'Afrique. Ouh là 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 là. Ensuite, il a plus ou moins refusé d'accepter comme paiement les dollars américains et il voulait qu'on le paye en or. Ouh là 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 là. Bon. Après 2 mois qu'il ait fait, ou 3 mois, quelque chose comme ça, qu'il ait fait l'annonce ouais, je refuse les dollars pour tout ce qui est paiement en termes de pétrole, qu'est-ce qui se passe? Curieusement, les gens de la région d'où viennent le pétrole, en fait, tout à coup, ils ont des armes. On sait pas trop d'où ils ont eu des armes, mais tout à coup, ils ont des armes et ils commencent à faire révolution en mode ouais, toi, mec, Kadhafi, tu redistribues pas assez, tu t'enrichis sur nous, etc. Alors que bon, voilà, il finance toutes les universités sont gratuites en Libye. À son époque, toutes les universités étaient gratuites, la santé était beaucoup moins chère, etc. Soit eux, ils se révoltent, ils veulent leur argent. Avant, ils en avaient rien à foutre, mais là, tout à coup, ils ont des armes et ils commencent à tuer un peu n'importe qui de n'importe quelle région. C'est très louche d'ailleurs tout ça, je vous invite à regarder ça de plus près. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est ensuite le gars, c'est quand même un militaire, notre cher Kadhafi. Donc qu'est-ce qu'il dit dans les nouvelles? Il dit parce qu'ils ont tué plein de monde, hein, je vais tous vous tuer et je boirai de votre sang quand tout ceci sera fini. Ça, il a vraiment dit à la télé, Kadhafi. Et là, bien sûr, c'était le moment c'était le moment où les nouvelles occidentales se réveillent. Parce que quand les gens se rebellent, ça dépend de la rébellion. Parfois, on va regarder la rébellion, parfois pas. Enfin bon, oui, je pourrais parler de ce qui se passe au Yémen, je pourrais parler de ce qui se passe au Congo, et il y a plein de sales trucs qui se passent. Mais certaines révolutions, curieusement, on en parle beaucoup et on en parle ouvertement, là où d'autres, on en parle beaucoup moins. Tiens,
c'est bizarre quand même. Tous les films comme ça iraniens qui sont contre l'Iran, et il y a plein de raisons d'être contre l'Iran, ou en tout cas contre les leaders d'Iran, curieusement ils reçoivent plein de prix de palmes et plein de prix et tout ça. Bon François, sois sérieux, concentration. Donc oui, donc voilà, et donc on est allé bombarder la Libye, on a buté ce gars, et donc maintenant il y a de l'esclavage. Alors ce qui est très intéressant, c'est on dit esclavage, ok, oui, les gens qui essaient de passer par la Libye pour aller en Europe, ils se font avoir et ils se font vendre en esclavage. Bah, ce serait intéressant de se poser la question qui les achète pour du travail en esclavage, mais ça, ce genre de questions, on ne pose pas. Et d'où ils viennent et de quel monde ils viennent. Donc voilà, je vous invite à rechercher tout ça. Donc moi j'étais où? J'étais là. Salut Steph. Et donc un autre point que j'ai noté ici, c'est le voyage et son importance. Donc ça c'est complètement différent par rapport aux ennemis et aux gens qui viennent d'autres races et qui ont d'autres cultures, etc. C'est que justement quand moi j'ai commencé à voyager, surtout dans des endroits qui sont très loin et culturellement très différents, ça m'a permis de lâcher mes idées préconçues en fait. Ça m'a permis de me lâcher de ma culture et devenir moi en fait. Et de choisir, parce que je me suis rendu compte que ok, moi ici en Occident on a ces pensées là, mais quelque part d'autres pays ils ont complètement d'autres fonctionnements et ça marche pour eux en fait. Et donc ça c'était très intéressant, mais fondamentalement en me lâchant de mes idées préconçues que j'ai eues en voyageant, etc. J'ai pu aller dans d'autres endroits et puis me rendre compte que d'autres idées préconçues peuvent aussi fonctionner et que derrière ces idées préconçues, il y a les humains, ils sont tous les mêmes et ils s'aiment tous les uns les autres et finalement, ils ont tous leurs idéaux et leurs valeurs et ils veulent tous faire la même chose, c'est-à-dire avoir une belle société où les gens s'entendent bien et où on fonctionne bien ensemble. Alors oui, chez les uns, ça prend la forme de il faut mettre des tchadors sur les femmes, chez les autres, ça prend la forme de il faut aller prier le dieu de l'argent quand le business va pas. Mais fondamentalement c'est juste, enfin tous les gens du prolétariat dont j'ai parlé un peu plus haut, ils veulent tous juste avoir des bonnes relations entre eux et avec tout le monde quoi. Et que oui, parfois les différences qu'on croit qui sont vraiment importantes, quand moi en voyageant je me rends compte en fait elles le sont pas vraiment quoi. Et ouais, et surtout de me rendre compte que oui, dans des pays qui sont parfois dangereux où les gens ne sont parfois pas sympas, de se rendre compte que ouais non en fait si tu t'amènes avec du respect et avec juste un peu de sagesse, en fait ils sont cool avec toi quoi. Donc voilà, je trouvais ça important à partager. Prochain point que j'ai noté, c'est les nouvelles, l'actualité. Donc oui, ici ce que j'ai noté, donc les différences des nouvelles selon l'endroit du monde où se trouve, mais pas juste l'endroit. Donc bon, moi ça c'est un truc que j'ai capté très tôt. Comment est-ce que je capté ça très tôt? J'ai une mère qui est africaine, qui a de la famille en Afrique, avec qui elle parle beaucoup. Et oui, un truc que j'ai très vite capté, c'est comment en fait nous ici on montre les nouvelles d'une certaine façon sur ce qui se passe en Afrique, là où les gens qui sont sur le terrain ils racontent complètement autre chose. Je vais me permettre un peu d'expliquer comment ça fonctionne, comment fonctionne le journalisme d'investigation pour les zones à risque ou pour différents pays. C'est que on fait confiance à ce qu'on appelle des trusted sources, donc des sources de confiance. Et en fait, ce sont des journalistes qui ont prouvé qu'ils sont fantastiques ou n'importe quoi. Et donc prouver qu'on est fantastique, ça peut être fait de plein de façons différentes. Je vous invite à rechercher ça aussi. Et en fait, ce que eux ils font, ils sont basés dans un endroit ou dans une région du monde. Et ce que eux ils font, c'est ils font en fait le journalisme d'investigation pour les autres. Et donc, ce que par exemple, il y a un gars qui va par exemple se trouver au Yémen, il est là dans son hôtel, il parle à ses contacts, et donc il sait ce qui se passe alors au Yémen au niveau de tout ça, et ensuite il va rapporter ça à la BBC, et la BBC dit voici ce qui se passe à tel ou tel endroit. Sauf que bien sûr, je vous invite tout de suite à rechercher tous les scandales autour de tous ces trusted sources, parce que voilà, en fait elles ne sont pas forcément de confiance. Il y en a beaucoup qui utilisent leur position pour me faire de la pub pour leurs entreprises. Il y en a qui utilisent leur position pour plein de raisons différentes, oui, qui ont été révélées être des espèces qui font de l'activisme quoi, c'est-à-dire dire certaines choses pour influencer l'opinion publique plutôt que dire la vérité comme elle l'est. Donc voilà, il y a plein de scandales à ce niveau-là, je vous invite à les rechercher parce que voilà, c'est intéressant. Un autre point que j'ai noté ici, c'est RT et AG+. Et les sujets qu'ils choisissent. Alors RT c'est Russian TV, et donc il y a RT Europe, il y a RT États-Unis et il y a RT, ils sont partout. Et en fait c'est une sorte de propagande russe. Alors ce qui est marrant, et c'est pour ça que moi j'invite tout le monde à regarder ce truc, c'est que ce qu'ils partagent est factuellement correct.
Et c'est là où ça devient très intéressant, c'est que ces chaînes russes, elles montrent bien sûr des choses, par exemple en Europe, des choses qui sont très négatives pour l'Occident, ou qui montrent l'Occident et l'Union européenne de manière extrêmement négative. Et ce que je trouve intéressant, c'est que nos nouvelles ne le font pas du tout. On est pro-Europe ici, hein. Et donc voilà, et donc si on veut avoir des nouvelles anti-Europe, il suffit d'aller regarder Russia TV. Alors clairement, les nouvelles de Russia TV, ce sont des trucs à l'intérêt russe, parce que la Russie veut, enfin voilà. Donc voilà, donc encore une fois, les nouvelles qui sont complètement objectives, d'une certaine façon, ça n'existe pas. Et donc AJ+, c'est quoi? C'est Al Jazeera+, donc ça c'est le monde arabe et ses nouvelles, qui du coup font un peu la même chose. Et eux, les types de sujets que eux parlent, c'est, oui, le racisme, de comment le petit il va pas bien, de comment l'Afrique c'est fantastique et le Moyen-Orient c'est fantastique. Ça c'est plutôt cool d'ailleurs parce qu'ils montrent un autre côté de ces pays. Je veux dire, la plupart des gens que je parle qui se font une image de l'Afrique, ils ont toujours l'image de la petite tribu avec une spear, comment on dit, une spear en Afrique avec des lions dans la savane. Non, l'Afrique c'est plus ça. Hein. Ça l'a peut-être été, je sais pas, il y a un moment, mais maintenant c'est plus ça, hein, l'Afrique. Mais pourtant, oui, ce qui est marrant, c'est qu'en Occident, il y a plein de gens qui ont cette image-là, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça, quoi. Et donc voilà, et donc en effet, à ce niveau-là, Al Jazeera, c'est très intéressant. Peut-être que je dis ça parce que moi-même j'y suis allé et que peut-être parce que j'ai du sang africain aussi, je ne sais pas. Mais encore une fois, en effet, Al Jazeera, ils choisissent certains sujets que nos nouvelles ici ne choisissent pas. Et on peut sérieusement se poser la question, alors tiens, est-ce qu'on peut faire confiance à nos nouvelles? Est-ce qu'on peut faire confiance aux autres nouvelles? Finalement, c'est très compliqué. Bon, moi, je suis ouvert là-dessus. Moi, je ne fais confiance à aucune nouvelle. Ou quand je regarde des nouvelles, je me pose la simple question, ok, de qui vient cette nouvelle? Quel est son intérêt à ce que moi je croie cette histoire? Et quelque part, curieusement, quand je me pose à chaque fois cette question, curieusement, j'ai un esprit un peu plus critique. J'accepte l'information sans forcément être convaincu ou quoi que ce soit. Et ouais, l'esprit critique, je crois que c'est quelque chose que tout le monde pourrait en bénéficier. Soit. Et le prochain point que j'ai noté, c'est les bons et les mauvais arabes. Parce que je sais pas si j'en ai parlé, mais oui, les scandales de la famille royale saoudienne. Bon, la famille royale saoudienne, ce sont nos potes. Donc tous les quand une des princesses ou quoi dans son appart en France, elle tabasse le gars qui est censé venir peindre son appart et qu'en fait lui le gars il essaie de porter plainte et qu'en fait plus ou moins tout le monde lui dit non, ne porte pas plainte s'il te plaît, et que toute cette affaire elle est étouffée et qu'il faut regarder Russian TV. Pour être mis au courant de ça, bon là on se rend compte que oui, il y a des Arabes qu'on protège, il y a des Arabes qu'on protège pas. Donc voilà. Oui, par exemple, un mauvais Arabe, oui, c'était ce connard de Kadhafi qui, il y a pas longtemps, était un bon pote à nous. Est-ce que vous voyez la double pensée que notre cher George Orwell essayait de nous partager? On est complètement dedans, quoi. Et donc le prochain point que j'ai noté, c'est rejeter ses sens et rejeter les faits qui sont devant soi. Et donc la double pensée, oui, c'est un peu ça, quoi. C'est que, enfin voilà, parfois, il m'arrive parfois que, aussi bien dans les chroniques utiles ou dans les discussions avec d'autres gens, que je simplifie des sujets à leur essence, au plus simple qu'ils soient, pour montrer que non, mais regarde, tu ne peux pas argumenter ça. Là, ce qui est bizarre, c'est que j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais que la personne, plutôt que de changer d'avis, plutôt que de changer sa croyance, elle va trouver encore plus d'arguments farfelus pour rester dans sa position. Je crois que l'exemple concret, c'était quand j'expliquais dans l'épisode du racisme que j'ai quelques potes qui expliquent, par exemple, ouais, mais bon, moi, qui donnent des arguments simplistes tels que, oui, mais bon, moi j'ai voté Vlaams Belang parce qu'il y a des gens qui se ramènent ici en Belgique et ils reçoivent comme ça, dès qu'ils sont acceptés, 1200 € par mois, là où mon grand-père qui a travaillé dans les mines et qui a souffert dans les mines, qui est devenu malade et qui du coup n'a pas pu travailler toute sa vie, du coup on est sorti malade, etc. Et ben lui il reçoit que 200 € pour sa retraite. Et donc ce qui est marrant, c'est que donc c'est un argument extrêmement simpliste. Hein, pour voter pour Vlaams Belang, parce que Vlaams Belang dit que oui, nous on va faire quelque chose là-dessus. Je tiens à préciser que le PTB compte aussi faire quelque chose là-dessus, soit. Mais donc ça c'est un argument simpliste que je leur donne aussi. Pourquoi voter extrêmement à droite? Ça c'est un argument simpliste que je lui donne. Mais moi je voulais attendre que la personne donc qui me dit mais c'est quoi le règlement? Et en fait la seule chose que la personne en face de moi a pu dire c'est oui mais il ne faut pas simplifier les choses, il faut voir de quoi il parle. Moi j'accueillerai l'argument donc en fait il ne donne pas réponse, mais il dit genre complexifier. La situation est très complexe. Ben non, si quelqu'un te donne un argument simple, c'est quelqu'un qui a une pensée simple. Si tu essaies de complexifier la chose, elle va juste te dire oh putain, voici encore un putain de snob intellectuel qui essaie de me prendre pour un con. Parce que oui, je connais mes potes, c'est comme ça qu'ils prennent ce genre de réponses-là, des réponses de politiciens en mode voilà. Et donc, mais encore une fois, la personne,
en question, elle n'acceptait pas que des gens rationnellement puissent voter pour l'extrême droite. Et moi je lui ai dit, voici un argument simple et rationnel pour le faire. Est-ce que l'argument est bon? On s'en fout. Le fait est que l'argument est là, mais la personne, donc, et je vous invite à écouter cet épisode sur le racisme, la personne elle est juste partie en arrière. Oui mais non, moi j'accueillerais au niveau émotionnel et puis j'irai voir et puis la chose est complexe et il n'y avait pas de réponse à cet argument très simple. Pour voter pour le Vlaams Belang, qui est donc le seul parti qui parle un peu de ça dans ses tracts. Donc voilà, je trouve ça intéressant. Donc ça c'est un argument. Enfin bon, voilà un autre aussi, c'était aussi dans les chroniques inutiles, c'était un argument, c'était un débat sur la croyance où j'ai parlé avec un pote Mehdi et avec mon pote Mehdi, et donc lui il parlait de donc prosélytisme de l'islam, etc. Et lui il disait que le monde est absolu et il y a des choses absolues et il y a des morales et de l'éthique absolue. Moi je suis pas forcément convaincu de ça, et donc on se donne des exemples, et donc lui il dit ah mais oui mais, et donc on arrive très vite bien sûr au sujet, c'est quoi la vérité et c'est quoi avoir raison. Et donc moi je lui dis, et donc moi mon argument c'est quoi? Mais non, tout ça c'est une question de croyance, tu vois. Si toi tu crois que par exemple manger du café c'est bien, alors toi tu vas tout le temps manger du café, et les gens qui boivent du thé tu vas dire ils sont cons, tu vois. Mais ça c'est ta croyance, tu vois. Et donc parce qu'on parlait de croyance et de religion, etc. Et donc moi bien sûr je rends la chose extrêmement simple. Je lui dis ok, toi tu aimes bien la couleur verte, moi j'aime bien la couleur rouge. Comment on va et moi je trouve que la couleur rouge c'est la meilleure couleur du monde, et que toi tu trouves que la couleur verte c'est la meilleure couleur du monde. Et donc moi je lui dis ah ben tiens, comment est-ce qu'on va déterminer qui a raison là-dessus? Alors moi bien sûr c'est un faux argument. C'est que je sais très bien qu'il n'y a pas moyen de déterminer, parce que c'est une question de goût, et donc d'une certaine façon, et il l'a dit lui-même, et donc qu'il n'y a pas moyen de le faire, et c'est un peu la même chose pour les religions, c'est un peu la même chose pour plein d'autres trucs, c'est que tout ça c'est une question de goût, c'est une question de croyance, c'est une question de vécu, etc. Et donc voilà, et quelque part il voulait pas lâcher l'affaire, il préférait rentrer dans des espèces de logiques, sauter, aller chercher des arguments à gauche, à droite, tout ça pour rester dans sa croyance que non, j'ai raison, et blablabla. Et donc oui, la double pensée, voilà quelque chose que Orwell a très bien identifié. Ces espèces de sauts de logique que les personnes sont prêtes à faire pour garder leurs croyances, c'est vraiment hyper intéressant. Donc voilà, je vous conseille le livre encore une fois. Le prochain point que j'ai noté ici, ce sont les débats intellectuels. Donc c'est un point qu'il a noté dans le texte. C'est les débats intellectuels. Ils savent mieux que vous et nous comment nous devons penser, et ils ont des meilleurs arguments et des subtiles vérités et des subtils arguments que nous, en tant que gens normaux qui ne sommes pas experts en, en discussion et en débat et ce que tu veux, ne peuvent pas contrer. Alors là, on est directement dedans, et c'est marrant parce qu'il y a le lien avec le moment sur le racisme que je parlais, c'est que oui, il y a des gens qui sont très bons dans ce qu'on appelle discuter, de la discussion et dans le débat, et ils savent très bien argumenter, et ils savent très bien jouer ce jeu de ah mais non, j'ai pas réponse à ça, du coup je vais prendre un autre argument et je vais prendre la... Il y a des gens, ils sont très bons là-dedans. Et donc en effet, dans le texte, il admet ça aussi, c'est que oui, il a la preuve concrète et palpable qu'il a la vérité, mais il sait aussi extrêmement bien que lui-même, s'il devait avoir un gars qui est doué dans la discussion et dans cette espèce de débat et tout ça, il sait qu'il ne gagnerait pas parce que eux ils ont des arguments subtils et ils maîtrisent l'art de débattre en fait. Et donc oui, ça je trouve très intéressant que c'est quelque chose qu'il note, et en effet, quand on regarde finalement quand moi je regardais des discussions politiques assez intéressantes, et l'exemple qui me vient en tête là maintenant, c'était le Parti Pirate, qui en gros proposait en Belgique d'aller ou en tout cas partiellement d'aller vers une démocratie participative plutôt que représentative. Donc il passe à la RTBF et il dit ceci, il dit: parce que finalement, je me dis que laisser décider le peuple, ce serait plus intéressant que laisser décider des politiciens de carrière qui, eux, ne pensent qu'à leur fric, blablabla. Il dit quelque chose, mais il le dit mieux que moi, hein. Il a dit quelque chose du genre, et t'avais tous les politiciens là à table qui étaient tous contre, quoi. Et ils ont plus ou moins pris 20 minutes pour le descendre, et il a pas pu en placer une, et chaque truc qu'il disait, ils l'ont descendu, quoi. Ce gars du Parti Pirate qui ressemblait à rien. Bon, le Parti Pirate n'existe plus, donc il y aura pas de démocratie participative en Belgique, c'est un peu dommage, vu que ça c'est quelque part le truc derrière lequel moi je me mets. Mais donc voilà, moi je trouvais ça très intéressant, c'est que le gars, ça se voyait clairement qu'il était pas doué à cette espèce de jeu de débat télévisé, et qu'il s'est complètement fait manger, alors qu'en fait, factuellement, il avait raison, quoi. C'est-à-dire, il y a plein de gens qui se plaignent de la politique. Eh ben, au lieu de laisser les politiciens décider, si nous, en tant qu'humains, on ne déciderait pas nous-mêmes de ce qu'on veut que notre gouvernement fasse.
Je veux dire, c'est un argument hyper simple, je vois pas comment tu peux contre-argumenter ça, mais ils ont trouvé des contre-arguments, et j'étais là, mais putain, non, le gars... mais en même temps, ils n'ont pas contre-argumenté ce qu'il a dit. Hein. Je crois que la seule qui l'a fait, et ça c'est notre chère Isabelle Durand, qui est maintenant à Écolo, à l'Union Européenne, elle a dit un truc du C, oui, mais les gens ne sont pas experts dans la plupart des sujets, donc on peut pas leur laisser le choix. Et donc moi je me souviens que j'étais là, wow, what the fuck, est-ce qu'elle vient traiter la population belge de con? Enfin bon, voilà, soit, on peut... c'est marrant. Donc voilà. Et ici, un autre point ici que j'ai noté, c'est Zemmour, Bernard-Henri Lévy et tant d'autres. Ils ont une pensée très unique pour des gens... donc ils ont une pensée très unique, c'est-à-dire leur pensée va quand même très vite... Enfin, être très... la plupart des philosophes d'aujourd'hui que tu vois à la télé, ils ont une pensée qui va vraiment dans une direction. Et pour des gens qui se considèrent penseurs, et voilà. Et en même temps, moi je dis ça, mais je suis sûr que si tu me mets face à eux, ils vont me démonter. En fait, j'en suis convaincu. Et d'ailleurs, respect à eux, mais parce que voilà, eux ils font un travail là-dessus. Moi, je fais autre chose de ma vie, ça m'intéresse pas de faire ça. Parce que voilà, je sais qu'ils le feront, mais en même temps, ça n'empêche pas de se rendre compte que oui, la plupart des trucs qu'il dit, c'est quand même de la pensée unique, c'est du 2 plus 2 égale 5, quoi. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'ai envie de dire. Puis ensuite, le dernier truc que j'ai noté ici, un truc assez court, c'est les statistiques et la science qui prouvent ceci ou cela, et qui prouvent que la pensée unique dominante et du monde actuel est la vérité. Alors ça, c'est juste un paragraphe dans le 7e chapitre, qui est pas tellement creusé, même dans le livre, je crois, mais en effet, c'est intéressant. Il dit clairement, c'est ouais, ben oui, ok, les scientifiques ou les statisticiens ou quoi que ce soit, ou les historiens, ils ont plein de preuves pour te dire, voilà comment était le passé, voilà comment il faut penser, et ferme ta gueule, on a raison. Et en effet, qu'est-ce que toi tu fais, quoi? Est-ce que tu vas commencer à toi-même aller remettre ça en question? Il y a des gens qui le font, hein, des historiens qui pensent différemment, des scientifiques qui pensent différemment et tout ça. Mais bon, ensuite, s'ils le font bien, on ne les voit pas à la télé. S'ils le font mal, on prend un plaisir de les démonter. Voilà comment ça fonctionne. Et donc voilà, pour tout ce qui est débat de bœufs et ses effets, etc. Oui, il y a plein de gens qui montrent exactement comment légaliser la bœuf. Ce serait par exemple extrêmement intéressant, pas juste pour l'aspect drogue, mais pour tout ce qui est industrie écologique alternative, que ce soit les vêtements, que ce soit le plastique aussi. Il y a moyen de faire du plastique de la bœuf. Enfin, il y a moyen de faire plein de trucs en fait avec. Et c'est genre, oui, en fait, ce serait plus intéressant de légaliser et de vraiment créer un cadre et tout ça pour que les gens ne se fassent pas avoir et tout. Mais que oui, ces gens-là, par exemple, on ne va pas les inviter, mais les gens qui disent ouais, c'est bien la bœuf et tout, moi j'aime bien. Ceux-là, on les invite dans des débats pour qu'ils disent des conneries. Et puis, oh, t'as vu tous ces gens qui sont pour la bœuf, c'est quand même tous des cons, etc. Donc voilà, il y a quand même de la vachement grosse manipulation à ce niveau-là. Alors, un autre point ici que j'ai noté exactement à ce niveau-là, c'est l'épisode sur les miracles que j'ai fait avec Jean Daniel, ou le professeur Bretzel, pardon. C'est que oui, en effet, c'est que la science, elle a vraiment une pensée unique de comment les choses doivent être, etc. Et alors qu'il y a des trucs qui sont pas expliqués ou qui pourraient être expliqués différemment, mais ces trucs qui sont expliqués différemment, qui sortent un peu du cadre de la pensée ou du monde scientifique, elle n'est pas acceptée du tout, quoi. En fait, fondamentalement, le vrai scientifique, quand on lui pose la question est-ce que tu crois en Dieu, il dit non, Dieu n'existe pas. Le vrai scientifique, il répondrait à ce moment, nous n'avons pas de preuves pour l'existence de Dieu ou contre l'existence de Dieu. Un vrai scientifique, il répondrait ça. Tous ceux qui ne répondent pas ça, ils sont dans le dogme. Ils ne sont pas dans la méthode scientifique d'observation et de preuve. Et en effet, il n'y a ni preuve pour et contre, parce qu'en fait, c'est improuvable, en fait. Et donc, un scientifique qui te dit oui, non, moi je n'y crois pas, en fait, oui, c'est de la croyance. Alors, fondamentalement, moi j'aime bien et tout, et je trouve qu'il y a peut-être peu de dogmes. Et oui, moi j'ai vécu certains trucs qui pourraient indiquer que une sorte de conscience ultime existerait, mais encore une fois, je n'ai pas la preuve absolue, et d'ailleurs, ce n'est que pour moi par rapport aux expériences que moi j'ai vécues. Et en effet, le miracle de Fatima, c'est quelque chose où on peut sérieusement se poser des questions. Oh, wow, ok, peut-être que nos lois, en fait, elles expliquent certaines choses, mais qu'elles n'expliquent pas tout. Et donc voilà, et donc bien sûr là, qu'est-ce qu'on fait? C'est que la science, elle devient une sorte de porte-parole, et donc ça c'est le prochain point que j'ai noté, c'est que la science qui est ensuite instrumentalisée pour donner substance à certains arguments. L'exemple que moi j'aime bien donner, c'est dans Thank You for Smoking, c'est l'espace de 10 secondes, hein, dans ce film, il explique que donc, en fait Thank You for Smoking, c'est un gars qui est lobbyiste pour l'industrie du tabac, et ils expliquent que eux ils ont trouvé un scientifique qui pouvait prouver, enfin, qui en fait passait son temps à faire des publications sur le fait que le tabac n'est pas dangereux, en fait.
ce que je trouve quand même intéressant. Et donc voilà, et en effet, c'est que les scientifiques d'aujourd'hui, il y a de tout quoi. Il y a ceux qui sont financés par donc les gouvernements, on pourrait se dire que eux ils sont un peu plus cool. Il y a ceux qui sont financés par des boîtes, il y a ceux qui sont des think tanks, enfin voilà, il y a tellement de types de scientifiques différents qui font tous des publications dans des revues complètement différentes que. Et parfois, certaines de ces trucs sont clairement activistes ou sont clairement à des fins commerciales. Et donc oui, faire confiance à la science comme ça, c'est parfois très compliqué, surtout si, par exemple, la science prouve... Enfin voilà, hein, il fut un temps, la science prouvait que il y a des différences entre les races, etc. Enfin voilà, moi j'ai un point assez intéressant à dire là-dessus, qui est, ben oui, il y a une différence. Hein. Le simple fait que si moi je suis de couleur parce que ma mère est de couleur, bah oui... la couleur, c'est quelque chose qui est génétiquement différent, et donc oui, il y a une base réelle pour dire que oui, les races sont différentes. Est-ce qu'on peut faire des observations ensuite sur l'intelligence et sur le comportement et l'attitude, etc. C'est un peu plus compliqué, mais en tout cas pour quelque chose comme la peau ou quoi, oui, c'est quelque chose qui est complètement observable, et ou le fait que les yeux soient ridés, ou le fait que quelqu'un ait des cheveux d'une certaine couleur ou quoi que ce soit, ou des cheveux crépus ou quoi que ce soit, oui, les différences sont là, il y a une base génétique. Est-ce qu'on appelle ça des races? Ça je ne sais pas, ça c'était, on en a parlé dans l'épisode sur le racisme, mais finalement on n'en a pas parlé tellement longtemps. Donc voilà. Ça c'était ma petite analyse de juste ce chapitre-là. Je vais probablement arrêter les chroniques inutiles pendant un moment parce que j'ai d'autres projets en cours et ça me prend du temps, les chroniques inutiles. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de terminer sur l'épisode 66, 666, le diable, avec notre cher ami George Orwell, qui finalement qui m'a fait réfléchir aussi beaucoup. Donc pas que ce livre-ci, hein, il a aussi La ferme des animaux qui est aussi très intéressant, que je vous invite aussi à lire. J'aurais pu tout aussi bien choisir un chapitre de ce livre-là. Je vais juste dire une citation, allez, je vais peut-être conclure par cette citation-là de George Orwell de La ferme des animaux, où il dit, donc en fait à la base, ils avaient, donc je vous donne le contexte de la citation, c'est, ils ont peint une sorte de règle sur les animaux, ils ont, en fait, ah oui, je vais expliquer La ferme des animaux. Donc en fait c'est des animaux qui font révolution et qui se virent des humains, et qui du coup gèrent eux-mêmes la ferme. Et donc, ils ont peint des espèces de lois sur un mur que tout le monde peut voir, et une des lois qu'ils ont peint, c'est tous les animaux sont égaux. Et donc, la citation de George Orwell que je vais prendre, c'est la variation qui a été ajoutée à cette phrase, c'est tous les animaux sont égaux, sauf certains qui sont plus égaux que d'autres. Voilà. Méditez sur celle-là, lisez George Orwell, il en vaut la peine, et à toutes. Merci de nous écouter.